Bonjour chers collègues, nous sommes saisis cet après-midi de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à simplifier et à mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privé hors contrat numéro 717. Pour rapporter sur ce texte dont l'initiative revient à la sénatrice Françoise Gatel du groupe Union Centriste, nous avons désigné le 8 mars dernier notre collègue Michel Zumkeller, que nous retrouvons donc avec plaisir dans notre commission. Avant de lui donner la parole, je vous précise que ce texte est inscrit mercredi 28 mars prochain en séance, après les questions au gouvernement. Comme vous en avez maintenant l'habitude, après la présentation du rapporteur, je donnerai la parole aux orateurs des groupes pour 4 minutes, puis à ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions pour 2 minutes, et enfin au rapporteur qui répondra de façon groupée. Je remercie chacun de bien respecter son temps de parole. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Monsieur le Président, déjà merci de m'accueillir dans votre commission. Alors, je voudrais avant faire un petit préambule pour vous remercier, Monsieur le Président, et les membres de la majorité, parce que si je suis rapporteur aujourd'hui, c'est quand même parce que vous l'avez bien voulu. Je rappelle que ce texte est issu d'une niche parlementaire du groupe UDI centriste au Sénat, et si on avait dû attendre la niche parlementaire du groupe UDI, on n'aurait pas pu le faire avant décembre. Et évidemment, vu l'importance de la rapidité du texte, c'était important qu'on puisse le faire. Donc, je voulais vous en remercier au nom du groupe UDI Agir et Indépendant, de nous avoir permis de poursuivre le travail qu'avaient entrepris nos collègues au Sénat. C'est très agréable de pouvoir le faire dans ces conditions-là. Donc, comme l'a rappelé Monsieur le Président, on examine donc aujourd'hui une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat le 21 février dernier, à l'initiative de nos collègues sénatrices, Madame Gatel qui l'a déposée, et Annick Billon qui en a été le rapporteur. Cette proposition vise à simplifier et encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privé hors contrat. Cette proposition a été inscrite à l'ordre du jour le mercredi 28 mars, comme ça vient d'être rappelé. Cette initiative parlementaire est partie d'un constat largement partagé, issu des lois datant de plus d'un siècle, la loi Fallou, la loi Goblet, la loi Astier. Le régime de déclaration des établissements d'enseignement privé est aujourd'hui obsolète et complexe. Il manque cruellement de cohérence. Pour chaque catégorie d'établissement, premier degré, second degré, enseignement technique, les conditions de déclaration, les pièces qui sont demandées et les procédures d'opposition des autorités sont différentes. Ainsi, les délais d'opposition dont dispose le maire, l'autorité académique, le préfet et le procureur à l'ouverture d'un établissement varient entre 8 jours et 2 mois selon le cas, ce qui ne permet pas d'exercer un contrôle véritablement efficace. De plus, les motifs pouvant justifier une opposition sont restreints et étonnamment désuets. Est uniquement évoqué l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène, sauf pour les établissements d'enseignement technique, pour lesquels peut être soulevé l'ordre public. Les conditions qui sont requises des chefs d'établissement et des enseignants en termes d'âge, de diplôme et d'expérience professionnelle sont également très variables, ce qui peut aboutir à des situations surprenantes. Aucune condition, ni d'âge, ni de diplôme, ni de nationalité n'est fixée pour des enseignants des établissements secondaires, à la différence des maternelles et des écoles ou des établissements d'enseignement technique. Aucune expérience professionnelle n'est demandée pour ouvrir un établissement d'enseignement primaire. Le régime déclaratif actuel manque donc de lisibilité et de pertinence, à la fois pour les personnes porteuses de projets d'établissement et pour les administrations destinataires de ces déclarations. Par ailleurs, le caractère restreint des motifs d'opposition à l'ouverture aboutit à ce paradoxe qu'un maire ou un préfet ne peut pas s'opposer à l'ouverture d'un établissement alors que son directeur ne remplirait pas les conditions requises par la loi. Par exemple, parce qu'il aurait été frappé d'une interdiction d'enseigner définitive, c'est seulement une fois l'établissement ouvert que le procureur de la République peut être saisi et que le tribunal correctionnel peut prononcer la fermeture de l'établissement. Les maires et les autorités de l'État se trouvent donc désarmés et mis devant le fait accompli. Les incohérences du dispositif actuel apparaissent avec d'autant plus d'acuité que la création d'établissements privés hors contrat est en pleine expansion depuis plusieurs années. Je rappelle qu'un nouvel établissement privé est nécessairement hors contrat dans un premier temps, puisqu'en principe, il ne peut passer contrat avec l'État qu'au bout de 5 années. Alors qu'on comptait environ 800 établissements hors contrat à la rentrée 2010, ce chiffre a atteint 1300 à la rentrée 2013. Le nombre d'élèves qui y sont scolarisés a atteint 73 000 en 2017. C'est un chiffre important, mais qu'il faut relativiser puisqu'il représente environ 0,5% de la totalité des élèves scolarisés. Le secteur hors contrat se caractérise par sa diversité, puisqu'il inclut aussi bien des établissements confessionnels, entre 40% et 45% des élèves, que des établissements proposant des pédagogies alternatives, Montessori, Freinet, ou des enseignements en langue régionale. Face à ce double constat, il est important d'apporter des réponses. C'est l'ambition de la présente proposition de loi qui a été déposée en juin 2017 et adoptée par le Sénat voilà un mois. Ce texte propose donc une vraie cohérence. En premier lieu, il conserve le principe d'un régime de déclaration
Il harmonise et simplifie. Les distinctions entre catégories d'établissements sont effacées. Une même procédure s'applique. L'autorité académique constitue l'interlocuteur unique des porteurs de projets et c'est elle qui transmet le dossier de déclaration aux autres autorités, soit le maire, le préfet et le procureur. La liste des pièces à fournir est elle aussi unifiée et elle est précisée et complétée pour assurer que les autorités disposent de tous les éléments nécessaires pour exercer un contrôle efficace. Toujours pour permettre un contrôle efficace, le délai d'opposition est porté à 3 mois dans tous les cas, tandis que les motifs sont modernisés et étoffés. La notion d'ordre public est introduite, ainsi que le respect des conditions requises de la part de la personne qui déclare l'ouverture et aussi, si ce n'est pas la même, de la personne qui dirigera l'établissement. La notion de protection de l'enfance et de la jeunesse vient remplacer l'hygiène et les bonnes mœurs. On devrait ainsi éviter la situation paradoxale que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la nécessité d'attendre qu'un établissement ouvre pour pouvoir saisir le juge pénal et obtenir sa fermeture. Le Sénat a également prévu l'obligation d'informer l'autorité académique en cas de changement d'identité du directeur, pour éviter notamment les pratiques des prête-noms à l'ouverture des établissements. Les conditions exigées des directeurs d'établissement et des enseignants sont également harmonisées, sachant que les conditions de diplôme, de pratique professionnelle et d'âge seront définies par décret en Conseil d'État et que des possibilités de dérogation seront ouvertes. Enfin, au-delà du contrôle qui peut être exercé au moment de l'ouverture sur pièce, il importe d'assurer que les établissements d'enseignement puissent être efficacement inspectés lorsqu'ils sont en activité et accueillent leurs élèves. Comme le montrent les travaux de notre collègue sénatrice Annick Billon, ces contrôles sont aujourd'hui insuffisants, à la fois du fait des contraintes sur les moyens d'inspection, et parce que les contrôles des établissements hors contrat n'avaient pas été identifiés comme une priorité. Pour l'année 2016-2017, seulement la moitié des nouveaux établissements ont été contrôlés durant leur première année. Cette proportion devrait frôler 75% pour l'année 2017-2018. Le texte qui vous est proposé pose le principe d'un contrôle dès la première année d'exercice de l'établissement. Le ministre s'est engagé en séance au Sénat à ce que les moyens nécessaires soient mobilisés pour atteindre cet objectif. Le texte prévoit aussi que le nom et les titres des enseignants seront transmis chaque année à l'autorité académique pour procéder aux vérifications nécessaires. Voilà les grandes lignes du texte qui nous est proposé, qui aboutit à mon sens à un bon équilibre. Il permet d'améliorer et de simplifier le régime actuel de déclaration, ce qui est souhaitable aussi bien pour les porteurs de projets que pour les administrations, tout en renforçant l'efficacité des contrôles qui peuvent être exercés tant à l'ouverture que pendant l'activité des établissements. Voilà la présentation que je voulais faire, une présentation liminaire, et ensuite, évidemment, qu'on puisse ouvrir le débat. Merci beaucoup. Pour le groupe La République En Marche, Madame Charrière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, la présente proposition de loi n'est pas anodine. En effet, ce sont 74 000 élèves qui sont actuellement scolarisés dans des écoles hors contrat, soit 0,5% du total d'élèves scolarisés, dont 57% au primaire. On constate que depuis peu, une progression des écoles hors contrat. Nous en ressortions 803 en 2010 contre environ 1300 en 2017, soit une progression de 60%. Cette loi revêt par conséquent une importance toute particulière et doit retenir notre attention. Les services de l'éducation nationale, suite à certaines dérives, ont d'ores et déjà renforcé leur contrôle. Car si seulement 75% des écoles hors contrat ouvertes en 2017-2018 vont être contrôlées, ce chiffre est en nette progression. En effet, seulement 48% des nouvelles écoles avaient été contrôlées l'an passé. Mais ces contrôles ont certaines limites administratives. Le but de cette proposition de loi est, entre autres, de mieux outiller les services concernés. Ce texte, à notre sens, atteint une juste conciliation entre les principes constitutionnels que sont la liberté de l'enseignement et le droit des enfants à l'éducation. Cette proposition de loi doit nous rappeler que la liberté est indissociable de la responsabilité. L'État doit veiller à protéger ses enfants contre l'insuffisance pédagogique, les phénomènes sectaires, la radicalisation. Contrôler ne signifie pas seulement céder au tout répressif, mais c'est accompagner et valoriser tout en respectant la liberté. Nous devons offrir davantage de garanties aux parents en élargissant les points de vigilance. Outre l'hygiène et les bonnes mœurs, il faut aussi s'intéresser à l'ordre public, à la protection de l'enfance et à l'acquisition du socle commun de compétences et de connaissances. Je tiens aujourd'hui à féliciter l'important travail des sénateurs, plus particulièrement de Mesdames Gatel et Billon, qui permet une augmentation des contrôles et une plus grande vigilance de l'État. Ce travail législatif a permis de fixer dans la loi les pièces qui constitueront le dossier d'ouverture d'un établissement scolaire, d'affirmer clairement la distinction entre la personne qui souhaite ouvrir l'établissement et son directeur, de simplifier la procédure en créant un guichet unique auprès des services de l'État, d'unifier les motifs et les délais d'opposition,
d'actualiser les motifs d'opposition, de permettre l'information des autorités compétentes en cas de changement de l'identité du directeur ou du représentant légal de l'établissement, de renforcer les sanctions encourues en cas d'infraction, notamment pour le directeur de l'établissement, de renforcer et de rendre plus efficace le contrôle a posteriori des établissements hors contrat, comme par exemple la communication annuelle des non-éthiques des enseignants et de leur moralité, de rendre obligatoire pour les services de l'éducation nationale les contrôles des établissements hors contrat dès leur première année d'exercice, de permettre lors des missions de contrôle que des agents d'autres services, comme par exemple ceux de la préfecture, puissent assister les inspecteurs de l'éducation nationale, d'unifier les conditions pour diriger et enseigner dans les établissements hors contrat, qu'ils soient du premier, second degré ou de l'enseignement technique, sauf dérogation, de pouvoir enfin prononcer la fermeture d'établissement dès lors qu'il y a des obstructions au contrôle réalisé par les services de l'éducation nationale. La République En Marche se félicite que ce texte arrive aussi rapidement à l'ordre du jour de notre commission, car il est un des axes forts permettant de renforcer la lutte contre les phénomènes de radicalisation voulus par le gouvernement d'Édouard Philippe. Cependant, il ne faut pas réduire cette proposition de loi à un outil anti-radicalisation. N'oublions pas que seuls 45% des élèves scolarisés dans le hors contrat sont dans des écoles confessionnelles et que cette année, plus de 50% des écoles hors contrat qui se sont créées concernaient des écoles alternatives type Montessori ou école démocratique. Je pense que lors de nos échanges, nous aurons l'occasion de souligner la diversité et la richesse de ces écoles. La République En Marche estime que ce texte a trouvé un juste équilibre qui permet de maintenir une liberté d'enseignement tout en protégeant les enfants pour qui les familles auraient fait le choix de ce type de structure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Charrière. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous avons la conviction que pour défendre et protéger la liberté d'enseignement, il faut la protéger contre ses dévoiements et lutter notamment contre toute instrumentalisation radicale de l'école. Ne pas prendre dans le contexte que nous connaissons les dispositions nécessaires à la protection de nos libertés en les sécurisant, c'est courir le risque de leur affaiblissement. Or, nous reconnaissons que le droit existant, notamment le Code de l'éducation, est aujourd'hui imparfait. Il ne donne effectivement pas assez de moyens à la puissance publique pour faire obstacle à l'instrumentalisation de l'école par des officines de radicalisation, notamment salafistes. Pour autant, la recherche d'un meilleur équilibre entre défense de la liberté d'enseignement et sécurité publique ne doit en aucun cas remettre en cause le régime déclaratif. Un régime d'autorisation serait contraire à la liberté d'enseignement et vous le savez, celle-ci est constitutionnelle. La nouvelle loi doit donc rester protectrice avant tout de la liberté d'enseignement. Sur un sujet qui concerne une liberté fondamentale, comme je viens de l'indiquer, protégée par notre Constitution, le législateur doit avoir encore plus que sur tout autre, et selon la fameuse formule de Montesquieu, la main tremblante. Le texte initial a été largement débattu lors de son examen au Sénat. Cela a débouché, à notre sens, à une réécriture positive et cela permet de clarifier le droit existant tout en le rendant plus opérant avec l'actualisation des motifs d'opposition et le renforcement du contrôle a posteriori. Nous pensons que le texte, du coup issu du Sénat, offre un bon équilibre entre le nécessaire contrôle et l'indispensable préservation des libertés d'enseignement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en l'état actuel du texte, nous n'avons pas déposé au nom du groupe d'amendement. Le groupe Les Républicains peut d'ailleurs rejoindre l'un des objectifs de cette PPL, qui est de renforcer le contrôle à l'ouverture et celui des profils des directeurs et des enseignants dans les établissements hors contrat, pour lutter plus efficacement contre la radicalisation. Le groupe Les Républicains reste cependant, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est l'occasion de le rappeler, très attaché au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'enseignement et du droit à l'instruction. Les groupes, d'ailleurs, Les Républicains et l'Union centriste au Sénat, se sont mis d'accord sur le renforcement des éléments à fournir à l'ouverture d'un établissement qui ne doivent pas être plus contraignants que ceux des établissements publics. Et là, il y a aussi une question d'équilibre entre, effectivement, l'enseignement public et l'enseignement privé. Et le groupe Les Républicains veillera, au cours des débats qui vont s'ouvrir, à ce que le contrôle reste strictement un contrôle d'ordre public et de protection de l'enfance et certainement pas un contrôle sur la pédagogie choisie, parce que là aussi, je pense que nous avons pu constater que les écoles, notamment hors contrat, mais aussi le privé sous contrat, dans un certain nombre de cas, sont l'occasion de développer des pédagogies extrêmement innovantes
importante et nous le voyons aujourd'hui, l'ouverture d'un certain nombre d'établissements hors contrat est aussi l'occasion de permettre à des parents ayant par exemple des enfants atteints d'handicap de pouvoir là aussi développer des pédagogies extrêmement adaptées aux situations de handicap, puisqu'on le sait, malgré l'efficacité, il faut bien le dire aujourd'hui, de la politique d'inclusion au sein de l'éducation nationale, eh bien, le fait d'avoir aussi des établissements privés hors contrat permet là d'aller encore plus loin. Donc pour nous, le texte tel qu'il a été développé aujourd'hui et sorti du Sénat offre un bon équilibre. C'est pourquoi nous sommes assez favorables à ce que cet équilibre puisse être maintenu, y compris au cours des débats à venir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hetzel. Pour le groupe MoDem, Madame Bagné. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous discutons aujourd'hui de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Le texte a été porté au Sénat par la sénatrice de l'Union centriste, Françoise Gatel, et a reçu un accueil favorable d'une large majorité sénatoriale et du gouvernement. Nous sommes heureux de constater que la discussion a pu être fructueuse sur ce sujet pour aboutir à un texte d'équilibre qui garantit à la fois la liberté d'enseignement et le nécessaire contrôle de l'État s'agissant de l'éducation de nos enfants. Le contexte est bien connu de tous, celui d'une augmentation importante des établissements hors contrat et donc du nombre d'élèves concernés, et d'une procédure trop complexe qui ne permet pas aux autorités compétentes, élus locaux et services de l'État, de réagir à temps en cas d'infraction aux conditions fixées par la loi. Loi qui est en outre jugée insuffisante. Il est donc nécessaire de revoir cette procédure pour en assurer la pleine efficacité. Ainsi, il était particulièrement utile de s'interroger sur les délais de réaction des différentes autorités concernées, qui n'étaient que de 8 jours pour les maires et uniquement pour des raisons d'hygiène ou de bonne mœurs. La proposition de loi revoit le système déclaratif et le renforce en allongeant les délais d'opposition, en étendant les motifs d'opposition, en harmonisant les 3 régimes d'ouverture existants et en renforçant les sanctions en cas de manquement à ces principes. Ainsi, l'article 1 étend les motifs d'opposition à des considérations d'ordre public ou de protection de l'enfance et de la jeunesse et précise les pièces que le dossier de déclaration d'ouverture devra comporter, notamment concernant l'établissement et les modalités de son financement. L'article 2 institue entre autres un contrôle des établissements privés au cours de la première année de son ouverture, puis de manière aléatoire les années suivantes. Sur ce point, les débats ont été plus ardus au Sénat pour définir la fréquence de ces contrôles. Nous sommes bien sûr sensibles aux arguments de certains de nos collègues qui voulaient systématiser les contrôles chaque année. Nous nous rangeons néanmoins à la méthode retenue, par souci de réalisme, et nous faisons confiance au ministre qui a assuré le Sénat de son intention de renforcer les contrôles des établissements privés hors contrat. De plus, nous notons le contrôle annuel des noms et titres des chefs d'établissement créés par ce texte. L'ensemble de ces mesures nous semble ainsi répondre aux enjeux. L'article 3, quant à lui, fixe les conditions sans lesquelles un dirigeant ou un enseignant ne peuvent être désignés, conditions d'âge, de nationalité ou encore d'ancienneté à un poste similaire. La liberté de l'enseignement est un droit fondamental, inscrit dans la Constitution de notre République. La nécessité de protéger nos enfants de certaines dérives de ces enseignements hors contrat n'en est pas moins très importante. La liberté est un bien fragile qu'il nous faut parfois protéger d'elle-même contre ceux qui seraient tentés d'en abuser au détriment de l'intérêt général et pour l'intérêt de quelques-uns seulement. C'est pourquoi le groupe Mouvement démocrate et apparenté soutiendra ce texte qui nous est présenté et qui, sous cette forme, établit un équilibre entre le droit de l'enseignement libre et l'impératif pour la République de se prémunir de certaines dérives. Merci beaucoup, Madame Bagné. Pour le groupe UDI, Agir et Indépendant, Madame Descamps. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'une proposition de loi adoptée par nos collègues sénateurs le mois dernier qui vise à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Au nom de mon groupe, je tiens à réaffirmer notre attachement au principe de liberté d'enseignement qui consacre le droit des parents de choisir librement l'instruction qu'ils désirent donner à leurs enfants.
s'il s'agit d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République sur lequel nous ne saurions revenir. Pour autant, ce principe ne saurait faire obstacle à un autre principe auquel nous sommes très attachés, celui du droit de l'instruction de tous nos enfants sans exception, tel qu'affirmé dans le préambule de la Constitution et réaffirmé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette proposition de loi vise à inscrire dans la loi des garde-fous pour permettre la sauvegarde de ce droit constitutionnel tout en conservant et préservant la liberté d'enseignement. Elle est née d'un constat indéniable, celui de l'inadéquation du cadre juridique applicable aux établissements privés au regard des enjeux actuels. Comme vous le savez, 3 régimes distincts régissent aujourd'hui les déclarations d'ouverture des établissements privés, établies par des lois anciennes, les lois Goblet, 1886, Fallou, 1850, Astier, 1919. Ils font intervenir dans des délais disparates et selon des critères changeants 4 autorités administratives, le maire, le préfet, le procureur de la République et l'autorité académique. Ainsi, le maire ne dispose aujourd'hui que de 8 jours, nous l'avons dit tout à l'heure, pour s'opposer à l'ouverture d'une école dans sa commune, alors que les déclarations ont généralement lieu en plein été, au cœur du mois d'août, ce qui est peu propice à un contrôle efficace. Elle ne constitue pas un cadre sécurisant, tant pour les demandeurs que pour les administrations qui les mettent en œuvre. Il est donc plus que nécessaire de simplifier et d'harmoniser ces procédures, d'autant plus que le nombre d'ouvertures d'écoles privées connaît depuis près de 10 ans une croissance soutenue qu'il convient d'encadrer. Nous avons tous en mémoire l'exemple de cet établissement toulousain, fermé en 2016 par le tribunal correctionnel à la suite de 4 inspections et qui avait pu rouvrir dans les mêmes locaux en raison de carences de notre droit. Sans attenter à la liberté de l'enseignement, les dispositions de cette proposition de loi apportent des réponses concrètes à ces enjeux nouveaux, tout en garantissant des droits nouveaux pour nos concitoyens. Ainsi, les dispositions de l'article 1er simplifieront la procédure d'ouverture d'une école, en créant un guichet unique, en harmonisant les motifs et les délais d'opposition. Pour garantir le droit à l'instruction de nos enfants, les articles 2 et 4 posent le principe d'un contrôle par les services de l'éducation nationale, la première année après ouverture, et renforcent l'efficience de ces contrôles en supprimant la condition de récidive pour la fermeture d'une école. L'article 3 unifie les conditions requises pour diriger un établissement privé ou pour y enseigner. Notre groupe se prononcera donc en faveur de cette proposition de loi qui maintient un juste équilibre entre la protection de la liberté de l'enseignement et le droit de l'instruction des enfants que garantit la République. Merci Madame Descamps. Pour le groupe Nouvelle Gauche, Monsieur Pupponi. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Bon, le choix qui est fait dans ce texte, c'est de maintenir le principe de la déclaration. Vous améliorez la situation. Il y aura des meilleurs contrôles, on déclarera l'école hors contrat d'une meilleure manière et ça permettra un meilleur contrôle. Ce que nous pensons, nous, c'est que ce principe de la déclaration ne permettra pas d'éviter que des écoles qui diffusent des idées contraires aux valeurs républicaines ouvrent. Et les contrôles a posteriori ne permettront pas d'empêcher que ces idées diffusent et infusent parmi les plus jeunes de nos enfants. C'est pour ça que nous proposons des amendements qui modifient, on est d'accord que nous attaquons à un principe important, mais qui fassent en sorte que plus personne ne puisse ouvrir une école hors contrat sans une autorisation préalable. Par expérience, pour voir comment ça se passe dans un certain nombre de quartiers, quand par exemple aujourd'hui des écoles liées à l'islam radical s'ouvrent dans les quartiers, accueillent des enfants en toute légalité pour diffuser, y compris un certain nombre de principes liés à l'islam radical ou au salafisme, mais comme d'autres religions peuvent le faire aussi. Ça se fait aujourd'hui légalement dans notre pays, et ce que vous proposez ne l'empêchera pas. Car dans les motifs de refus de la déclaration, il n'y a pas ces principes-là. Donc ça veut dire que demain, on autorise, on accepte qu'un certain nombre de secteurs radicalisés, qui ne lèvent pas la haine contre les uns contre les autres, mais radicalisés, puissent donner des cours d'éducation dans notre pays aux enfants d'un certain nombre de ces territoires. C'est le choix qui est fait aujourd'hui. Ce que nous proposons, nous, c'est au contraire d'aller plus loin et de faire en sorte qu'avant que quelqu'un puisse ouvrir une école hors contrat,
hors contrat, eh bien, nous puissions vérifier et l'autoriser à le faire. C'est un changement profond, important. On comprend que ça puisse poser des difficultés. Et lorsque nous l'avions proposé dans le cadre de la loi égalité et citoyenneté lors de la présente mandature, un certain nombre de responsables d'un certain nombre de cultes ont fait part de leur objection à cela. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Mais ce que nous proposons, nous, c'est justement, compte tenu d'un certain nombre d'expériences actuelles, qui se développent actuelles, eh bien, il faut aller plus loin. Il y a un deuxième sujet qui n'est pas traité par le texte et sur lequel il faudra renforcer, nous ferons des amendements en séance, c'est qu'aujourd'hui, des personnes ouvrent des écoles sans les déclarer, en toute impunité. Moi, j'ai sur la commune de Sarcelles, j'en ai été le maire, une école illégale qui existe depuis 8 ans. Toutes les autorités ont été prévenues, le parquet, le ministère de l'Intérieur, l'Éducation nationale. Cette école ouverte sans déclaration, continue à être ouverte depuis 8 ans. 8 ans. Des gens accueillent des enfants le matin, les rendent le soir à leurs parents en toute impunité. Et donc on a aussi un problème, et je vous invite à venir la visiter si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème, je vous donne l'adresse, c'est public, on vous y amène, les parents seront très contents de vous accueillir. Et ce que je vous parle, c'est de la vraie vie, hein. C'est pas des rondis, c'est ce que je vis quotidiennement. Et voilà. Okay. Donc, il faut renforcer les sanctions contre les gens qui vont ouvrir des écoles sans déclaration. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et enfin, dernier problème, qui n'est pas traité par ce texte, et là aussi nous proposerons des amendements en séance, c'est sur les parents qui déscolarisent légalement leurs enfants. Le chiffre est exponentiel. Et ensuite, ils confient à ces écoles ou à des associations non déclarées leurs enfants. Et contre cela, il faut aussi renforcer la sanction. Voilà. Donc l'idée, c'est tout ce qui est proposé dans ce texte en termes de renforcer l'aspect déclaratif va dans le bon sens. La critique que nous faisons, c'est qu'il aurait fallu passer à un niveau d'autorisation et non plus de déclaration et être beaucoup plus ferme envers les parents qui ne respectent pas la loi et envers les écoles qui s'ouvrent sans respecter l'aspect déclaratif. Merci beaucoup, Monsieur Pupponi. Pour le groupe GDR, Madame Marie-Georges Buffet. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Moi, je me félicite de la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui. Elle a le mérite important de s'attaquer à un véritable problème concernant certains établissements privés hors contrat. Un système déclaratif, vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, incohérent, l'absence de contrôle effectif. Je pense qu'on peut encore améliorer cette proposition de loi, tant elle pourrait permettre de mettre fin aux dérives constatées au sein de certains établissements de l'enseignement privé hors contrat. Et quand je parle de dérives, je parle de dérives à la fois radicales, à la fois sectaires, touchant différentes religions ou d'autres démarches. La Constitution protège, plusieurs intervenants l'ont dit, la liberté d'enseignement. Mais elle protège aussi le droit à l'instruction. Or, force est de constater que certains établissements privés hors contrat ne respectent en rien leur obligation pédagogique de base, c'est-à-dire le socle minimum commun de connaissances. Des établissements font l'impasse sur des pans entiers de connaissances ou diffusent des idées contraires aux valeurs de notre République. Si l'enseignement privé hors contrat concerne relativement peu d'élèves, 0,05, il est en progression. Il convient donc de l'encadrer beaucoup plus strictement pour garantir à tous les enfants de la République, indépendamment du choix de leurs parents, un accès égal à la connaissance. Je crois que cette proposition de loi doit avoir pour but de protéger l'élève, de protéger le jeune dans son parcours scolaire. Ainsi, le groupe GDR présentera un certain nombre d'amendements afin de renforcer le contrôle par l'État des établissements privés hors contrat et soutiendra tout ce qui ira dans le sens d'un encadrement beaucoup plus sévère de ces établissements qui, certains d'entre eux, paraissent se situer en dehors de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Buffet. Et pour le groupe France Insoumise, Madame Sabine Rubin. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, pour une fois, je suis d'accord en un point avec Monsieur Blanquer, qui a déclaré « Il n'est pas tout à fait normal que n'importe qui puisse ouvrir une école ». Mais je m'alerte sur l'augmentation sensible du nombre d'établissements privés hors contrat. On en dénombre, en effet, comme vous l'avez rappelé, 1300, mais ce concept semble séduire de plus en plus avec une hausse de 25% en 5 ans.
Et je dois avouer que cela m'évoque la pensée de Noam Chomsky. On organise le démantèlement de l'école publique, ce qui encourage le départ vers le privé. C'est une des raisons pour lesquelles notre groupe s'oppose au principe même des établissements hors contrat. Mais il y a une raison plus fondamentale, c'est que ceux-ci se placent en dehors du contrat de société qui nous unit tous autour du socle commun qu'est l'école républicaine. Nous pensons que pour recréer ce lien social que nous appelons tous de nos vœux, il est essentiel que les enfants puissent grandir ensemble et non pas qu'ils soient enfermés avec des enfants de la même origine sociale, culturelle ou religieuse. Et pour ceux qui souhaiteraient que leurs enfants bénéficient de pédagogie alternative, il appartient alors à l'Éducation nationale de reprendre les expérimentations pédagogiques positives afin que chaque enseignant ait à sa disposition une palette d'outils pédagogiques lui permettant de répondre au mieux aux besoins des différents élèves. À ce propos, je fais une distinction entre les contenus et les outils pédagogiques. Les contenus doivent être communs. Et bien sûr, tout ceci interroge bien sûr notre système de formation des enseignants. Voilà les points fondamentaux pour un véritable programme pour l'éducation. Ceci étant posé, la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui et qui a pour ambition de renforcer le contrôle de l'État sur les écoles hors contrat nous paraît bien timorée. En effet, la simplification que vous visez ne sert qu'à harmoniser le régime d'ouverture des 3 types d'établissements, primaire, secondaire, technique, ainsi qu'à uniformiser les conditions à remplir pour y devenir enseignant. Mais en aucune manière, elle n'est garante d'un contrôle efficient. D'une part, la simplification du régime de déclaration ne nous semble pas une nécessité au regard des chiffres que nous avons pu constater d'augmentation incessante. Ensuite, cette proposition de loi qui impose à l'établissement de transmettre le nom des enseignants qui y interviennent ne prévoit qu'a posteriori des obligations de contrôle de ces établissements de la part des académies dans les 3 mois pour une opposition et dans la première année d'ouverture. Comme l'évoquait mon voisin, nous souhaiterions à minima un régime d'autorisation préalable à l'ouverture pour un véritable contrôle efficient. Nous soutiendrions alors peut-être ces nouvelles obligations qui incombent à l'État. Mais, de l'aveu même des rédacteurs de ce texte, il ne serait alors pas possible d'augmenter le nombre des contrôles car les personnels académiques ne sont pas assez nombreux. Bien sûr, nous ne partageons pas cet aveu d'impuissance, d'autant que le gouvernement a annoncé hier le renforcement du contrôle des chômeurs. Bon, ça n'a rien à voir, mais enfin, pour dire qu'il y a de l'argent disponible. Voilà, les 400 agents de contrôle par le Pôle emploi pourraient être les agents de contrôle pour l'éducation nationale. Donc, il s'agirait qu'il s'agisse ici, encore une fois, d'un choix politique qu'on masque en constat d'impuissance et que le gouvernement soit plus suspicieux envers les chômeurs qu'envers ceux qui créent des écoles. Et c'est grave, car les établissements hors contrat ont des pratiques douteuses, voire même des plus dangereuses pour nos enfants, ça a été acté. J'en veux pour preuve le rapport de Madame la sénatrice Annick Billon, duquel il ressort qu'un quart des contrôles effectués pour l'année 2016-2017 ont débouché sur des manquements, parmi lesquels, entre autres, occultation de certains pans du savoir, Merci. Absence totale de preuves. Merci Madame Rubin, vous êtes au bout de vos 4 minutes. Merci beaucoup. Je vois. Bien, nous passons aux questions. Pour 2 minutes, Monsieur Kerlogot. Merci Monsieur le Président. Voilà, j'aurais aimé interpeller le rapporteur sur un type d'école particulier qui a vocation à rejoindre un réseau qui, lui, est déjà sous contrat. Et je pense en particulier à ces 5 réseaux d'enseignement, ces 5 réseaux associatifs d'enseignement immersif que l'on peut compter donc le réseau catalan, occitan, basque, alsacien et breton. Donc on parle bien de langue régionale. Je voulais vous interpeller sur le fait que dans le principe, effectivement, une école peut passer sous contrat au bout d'un délai de 5 ans. Les réseaux que je viens de citer, qui font donc partie de cet Institut supérieur des langues de la République française, l'ISLRF, sont connus à tel point qu'il y a aujourd'hui des conventions pour ramener ce délai de 5 ans, par exemple à 2 ans en Bretagne, chez nous, pour le réseau Diwan. Et donc, c'est un gage, je pense, qui vient démontrer effectivement qu'on est là avec des écoles qui sont reconnues, encore une fois, qui cherchent à entrer sous contrat. Le problème dans cette proposition de loi, au-delà du bien fondé général que je ne remets absolument pas en cause, c'est, comment dirais-je, l'article 3, avec les nouvelles conditions pour exercer la direction
d'une de ces écoles. Pour aller très vite, nous avons donc dans ces réseaux des écoles qui aujourd'hui se créent, sont sous contrat, et pour lesquelles régulièrement les réseaux mettent des enseignants, j'allais dire fraîchement formés, et qui, avec cette condition de 5 ans de rémunération, ne pourront plus exercer très rapidement, dans un délai d'1, 2 ans, voire au sortir de leur formation, la fonction de direction. Et du coup, là-dessus, moi, j'aimerais avoir des engagements de reconnaissance, parce que je ne mesure pas bien comment, à travers une proposition de loi comme celle-là, on reste dans l'esprit qui veut que, à travers l'article 75 de la Constitution, notre pays veille à protéger les langues régionales qui font partie du patrimoine immatériel. Merci beaucoup, Monsieur Garlegotte. Madame Bruniera. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ces dernières années, la question du contrôle des adultes professionnellement en charge des enfants a enfin été posée, traitée par l'Éducation nationale. On ne peut que regretter les drames qui l'ont imposée, mais c'est maintenant chose faite et c'est une bonne chose. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui n'oblige pas au contrôle effectif de l'extrait B2 du casier judiciaire ni à la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJES, alors que tout accueil de loisirs sans hébergement y est obligé. Je sais que ce fichier est maintenant automatiquement consulté pour tous les enseignants dans les écoles publiques. Qu'en est-il des écoles hors contrat? J'aurais apprécié que cela soit expressément précisé dans cette proposition de loi et qu'une obligation annuelle de ce fichier soit prévue. Par ailleurs, dans ce sujet si crucial qu'est l'éducation de nos enfants, je tiens à souligner l'importance du bloc institutionnel et si le guichet unique visant à simplifier les démarches d'ouverture est à souligner, veillons à ce que les échanges entre l'autorité académique, la préfecture, la mairie, mais aussi la PMI, soient effectives tout au long de la vie de cette école, à l'ouverture, mais surtout lors de tout changement significatif dans les éléments et les pièces du dossier initial. Je vous remercie. Merci Madame Bruniera. Monsieur Le Bouec. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, merci. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à mieux encadrer l'ouverture des établissements scolaires privés hors contrat. L'exposé motif fait état d'une progression exponentielle du nombre d'établissements au cours des 10 dernières années, puisque l'on passe d'une trentaine d'écoles créées en 2011 à plus de 90 écoles, 93 exactement en 2016. Certes, l'objectif derrière ce texte est de mieux contrôler certaines dérives qui peuvent se cacher derrière ces créations nouvelles. Certes, et pour le dire encore plus clairement, certains établissements privés hors contrat sont des établissements confessionnels intégristes et il importe de protéger nos enfants de ces intégrismes. Cependant, il faut garder en tête que plus de la moitié des écoles privées hors contrat sont des écoles à pédagogie dite alternative et que 3 écoles indépendantes sur 5 ne sont pas confessionnelles. Ces pédagogies alternatives ont fait leurs preuves et sont parfois, au moins en partie, utilisées dans nos établissements publics aussi. C'est le cas notamment de la pédagogie Montessori, mais pas seulement, qui vise à favoriser l'autonomie de l'enfant en lui laissant l'initiative d'apprendre à son rythme. Ces pédagogies dites alternatives, Montessori, école démocratique européenne ou encore les écoles immersives dont a parlé mon collègue Garlegotte, sont aussi parfois des réponses pertinentes pour l'accueil des élèves en situation de handicap ou en situation de grande difficulté. Ces établissements constituent une réponse là où malheureusement parfois le service public de l'éducation nationale est défaillant ou inexistant. Toujours est-il que ces pédagogies alternatives au sein des établissements privés hors contrat proposent des pédagogies adaptées au public, qu'elles accueillent et font preuve d'une expertise souvent précieuse, y compris dans les réflexions que nous pouvons mener dans l'évolution de l'enseignement dans l'école inclusive que nous voulons renforcer dans nos établissements publics. En somme, le texte qui est soumis à notre examen vise à créer un pare-feu qui semble particulièrement utile pour éviter certaines dérives, somme toute marginales. Il constitue également un risque important pour la mise en place et le maintien des écoles à pédagogie alternative. C'est sur ce point que je voulais vous interpeller. Quelles réponses pouvons-nous donner face aux inquiétudes légitimes des responsables des établissements et des professionnels qui y travaillent? Merci. Merci. Madame Colbock. Merci, bonjour. La question vient d'être posée par Monsieur Le Bouec. Merci Madame Colbock. Monsieur Testé. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, moi aussi je souhaitais m'associer aux félicitations concernant la qualité de votre rapport, très équilibré, qui permet de mieux appréhender la nécessité de cette proposition de loi. Et je souhaiterais moi aussi vous interroger plus particulièrement sur l'article 2, afin d'avoir quelques précisions supplémentaires concernant le contrôle des établissements sous contrat.
En effet, il est indiqué que les établissements seront désormais contrôlés la première année, et c'est une excellente chose. Toutefois, je m'interroge sur la régularité et la périodicité de ces contrôles pendant l'intervalle entre la première et la 5e année. Votre rapport n'évoque pas de contrôle annuel de ces établissements autres que le contrôle déclaratif dont on a parlé précédemment, notamment les qualifications des directeurs et des enseignants. Ne pensez-vous pas qu'un contrôle régulier des contenus sur site, hors pédagogie bien sûr, répondrait à un réel besoin afin de lever certains doutes et d'éviter ainsi toute dérive? Merci, Monsieur Testé. Madame Thiel. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur, pour votre rapport qui nous fournit effectivement des données chiffrées. Je partage le constat qui a largement été fait par les initiateurs de cette PPL quant à la nécessité de moderniser et de mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements hors contrat. Le cadre juridique doit en effet permettre de concilier le droit pour les parents de choisir le mode d'instruction de leur enfant, tout comme celui de créer un établissement, mais aussi et peut-être surtout le droit pour l'enfant à bénéficier d'une instruction. J'insiste sur ce dernier point, car trop d'enfants tentent par la suite d'intégrer des cursus dans d'autres établissements, mais sont en carence au niveau des apprentissages, quand ce n'est pas plus grave. Cette réflexion pourrait d'ailleurs être poussée un peu plus loin, notamment sur l'enseignement à domicile. Aujourd'hui, le pouvoir de contrôle de l'administration, bien que renforcé en 2016, n'est pas suffisant pour des élèves parfois complètement déscolarisés. L'État doit pouvoir s'assurer que l'ensemble des enfants de France reçoit bien une instruction comme nos principes républicains le prescrivent. Monsieur le rapporteur, avez-vous, lors de vos travaux, pu obtenir des chiffres sur l'évolution de l'instruction à domicile et sur les manques ou non de ce qui concerne le contrôle que cet enseignement se fait bien effectivement? Je vous remercie. Merci, Madame Thiel. Monsieur Attal. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, dans la continuité de l'intervention d'Agnès Thiel, moi je souhaitais savoir si dans le cadre de la préparation de votre rapport et des auditions que vous avez pu effectuer, vous aviez envisagé la possibilité que le nouveau régime qu'on met en place puisse pousser un certain nombre d'établissements, notamment s'agissant de la scolarisation à domicile, vers des formes clandestines de scolarisation. Est-ce que ça a été évalué? Ensuite, j'avais une question sur une interrogation qui remonte d'un certain nombre d'établissements sur le principe des dérogations. Qui existe déjà sous la forme d'autorisation rectorale et qui va être préservée. Est-ce que vous avez des précisions ou des recommandations sur la façon dont ce principe de dérogation va fonctionner concrètement pour les établissements? Je vous remercie. Merci. Et Monsieur Molac. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Zumkeller, votre PPL a un défaut principal, c'est qu'il met sur le même pied d'égalité les écoles qui sont hors contrat, qui veulent rester hors contrat, qui ne veulent pas de contrat parce qu'elles veulent la liberté la plus grande, et les écoles qui sont destinées à avoir des contrats parce qu'elles fonctionnent déjà dans un réseau et qu'elles ont déjà leur contrat. La loi, effectivement, ne permet pas, ou à des exceptions près qui existent quand même, qu'une école qui se crée d'un réseau, par exemple, qui a déjà, prenons une école catholique ou une école, effectivement, d'école immersive, lorsqu'elle veut créer une nouvelle école, soit il y a une annexe, soit elle n'a pas le droit d'avoir une annexe, et donc elle est obligée de faire une nouvelle école. À partir de ce moment-là, elle va tomber sous les fourches codines de votre loi. Par contre, elle va être gérée exactement comme toutes les autres écoles du réseau, que ce soit le réseau catholique, que ce soit le réseau immersif, c'est-à-dire le respect du code de l'éducation. Et c'est là le danger principal, parce qu'évidemment, on pourra très bien leur dire, à partir de ce moment-là, un maire pourra s'opposer à ce que l'on fasse ce type d'école. Ce qui serait quand même un peu cavalier, parce qu'elles existent ailleurs. Ou, vous allez me dire, il faudra trouver quelqu'un qui a 5 ans d'ancienneté, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un certain nombre de personnes qui sortent avec un Master 2 aujourd'hui, MEF, peuvent être directeurs directement, même s'ils n'ont pas eu avant, n'ont pas été directeurs. Donc, le problème principal, c'est ça. Et je crains, évidemment, par expérience, que votre loi ne soit détournée pour lutter contre les écoles associatives de langue immersive. Parce que, bien souvent, je rappelle qu'un certain nombre de lois qui ont été faites, comme l'article 2 de la Constitution, normalement fait pour lutter contre l'anglais, s'est retrouvé être une arme très importante pour lutter contre les langues régionales dans l'espace public. Merci. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Molac. Monsieur le rapporteur.
Alors, je vais essayer de vous apporter quelques réponses en sachant que les sujets évoqués sont principalement ceux que vous avez posés en amendement. Donc, on va revenir à peu près sur tout, mais quand même. Je vais déjà vous faire une petite réponse aux porte-parole des groupes pour un petit peu faire une réponse un peu synthétique. Alors, Madame Rubin, je suis désolé de vous décevoir. Nous ne sommes pas en face du tout, mais c'est pas un scoop non plus. Effectivement, on a quand même, nous, une vérité sur la liberté d'enseignement. On discutera un de vos amendements, mais je crois que là, on est vraiment tellement opposés que c'est très compliqué de pouvoir vous apporter des réponses. On le fera au moment des amendements. Madame Buffet, pareil, je crois que comme beaucoup d'intervenants, vous avez parlé de textes équilibrés, je pense que c'est déjà une bonne chose. Après, ça dépend où on met le curseur. Hein. Effectivement, certains groupes trouvent qu'on ne va pas assez loin, d'autres... Mais enfin, globalement, il y a un équilibre, il y a une avancée. Je crois que c'est quand même la plus belle chose qui pouvait arriver à ce texte. Monsieur Pupponi, pareil, c'est équilibré. On n'a pas souhaité aller dans cette direction de la déclaration. Au Sénat, ils n'ont pas voulu, nous non plus, parce que je pense qu'effectivement, on a quand même le vrai sujet de la déclaration. Quand vous dites on ne pourrait pas faire ceci, on ne pourrait pas interdire telle école, je pense que vous vous trompez, parce que le motif d'intérêt de l'ordre public va quand même changer beaucoup les choses, vraiment. Et je pense que les préfets, entre autres, auront quand même une vraie possibilité d'interdire certaines choses. Je crois que c'est quand même une vraie avancée. Que ce ne soit pas parfait, je vous l'accorde, hein, mais c'est quand même, je pense, une vraie avancée qui devrait nous permettre d'aller dans la bonne direction. Béatrice Descamps, évidemment, Madame Bagné, Patrick Hetzel et Madame Charrière, donc je pense qu'on était à peu près sur le même concept, effectivement, de loi équilibrée, d'avancée, de respect de la liberté d'enseignement. C'est très important. Il fallait le réaffirmer. C'est fait dans ce texte. Donc, je pense qu'on a une base de travail. On va en parler, mais je pense qu'on peut au moins permettre d'avancer. Comme l'a dit Patrick Hetzel, effectivement, tout ce qui concerne l'enseignement, quand on voit que ces lois existent depuis 100 ans, ça démontre bien qu'à chaque fois qu'on veut modifier quelque chose, il faut le faire dans la mesure. Je pense que c'est par contre, si ce texte a des défauts, c'est quand même un de ses avantages. On y va mesurément, essayant d'adapter une situation à un monde qui change, c'est déjà bien. Ensuite, pour les différents intervenants, je vais attaquer par Claude Molac, par Monsieur Molac, pardon, voilà, qui nous accuse de plein de choses qu'on n'a pas. Je crois que, pareil, il ne faut pas voir le mal partout. Moi, j'ai été maire, j'ai été élu, je fais énormément confiance aux élus et aux maires, et je ne crois pas beaucoup aux maires qui s'érogeraient tout d'un coup comme ça, en chevalier. Et qui, voilà. Le maire, il va respecter la loi. Il y a, vous avez des noms, j'en suis persuadé, moi aussi quelque part, mais quand même dans ce texte, il y a des critères pour refuser. Et le maire, il appliquera la loi. Et si la personne qui soit refusée l'école pense que le maire n'a pas bien appliqué la loi, on vit aussi un état de droit où la personne pourra se retourner. Donc je pense que globalement, il ne faut pas faire de procès d'intention à ce type-là. Ensuite, sur nos collègues Kerlogot, Le Boec et Colboc, qui craignent cette histoire de 5 ans d'enseignement, je pense que, bon, on prendra le temps de demander à Monsieur le ministre de confirmer ses engagements, mais il est quand même prévu de déroger. Par décret, donc je pense que quand même la volonté de tout le monde sera effectivement de permettre à vos écoles de vivre comme ça les choses. Donc je pense qu'on peut aussi au moins faire confiance et se dire que les choses pourront se faire comme ça. Monsieur Attal, pareil, pour tout ce qui est dérogation, il y a quand même des possibilités de le faire. Je pense que ça, c'est des choses qu'on va interpeller le ministre en séance à ce sujet, c'est normal, et je pense qu'il saura nous apporter un peu les différentes choses. Madame Bruniera, c'était sur l'histoire du casier, des fichiers, des différentes choses. Pareil, cette histoire de trouble à l'ordre public va nous permettre aussi, je pense qu'on peut faire confiance aussi au préfet, on peut aussi faire confiance pour que les choses soient utilisées dans ce cadre-là et que les personnes qui effectivement auront eu des comportements déviants soient traitées dans cette histoire d'ordre public. Et donc ça nous permettra de répondre à vos interrogations. Et Madame Thiel sur l'enseignement à domicile que je ne vais pas oublier. Alors c'est pas le sujet de cette PPL, on est bien d'accord. Mais donc, alors j'ai pas de chiffre précis, il me semble que de tête c'est genre 25 000 enfants qui sont un petit peu... C'est un chiffre que j'ai en tête, mais sans vous le voir, on va essayer de le trouver et de vous le confirmer. C'est aussi un vrai sujet, je vous l'accorde. Pareil, quand on est maire et que l'inspection académique nous dit, voilà, et vous pouvez nous expliquer si dans cette famille, l'enfant suit un bon enseignement, c'est toujours très compliqué. Donc il y a très certainement matière à encadrer ça. C'est pas tout à fait ça, mais je pense que c'est un vrai sujet. Donc on essaiera aussi peut-être d'interroger Monsieur le ministre sur ce point-là pour qu'il nous apporte des réponses. J'espère n'avoir oublié personne. Si c'est le cas, vous m'en excusez. Et puis on va lancer le débat sur les amendements. Et je vous dis, les amendements qu'on a sont aussi les amendements dont on va un peu de nouveau réétudier à peu près tous les points que vous avez posés. Merci. Bien, chers collègues, nous passons donc à l'examen des amendements avec un amendement portant article additionnel avant l'article 1er. Amendement AC10, présenté par Madame Rubin. Merci. Donc, l'amendement 10. Donc, l'amendement que je m'apprête à défendre est le vœu, me semble-t-il, de tout bon républicain d'un combat qu'il convient d'achever désormais avec sérénité et détermination.
c'est la simple mais stricte application de la laïcité dans notre République, en cessant toute forme de subvention du culte par le moindre denier public. Depuis un quart de siècle, alors que les vicissitudes de l'histoire mouvementée des luttes contre le cléricalisme semblent s'éloigner, il y a un fait qui demeure, c'est l'intégralité des territoires qui composent notre République ne respectent pas encore la loi de séparation de 1905, pourtant garante de la liberté de croyance. Alors qu'une politique d'austérité s'abat sur nos collectivités territoriales et mine nos services publics, il est inadmissible que le contribuable puisse encore supporter le coût de l'organisation d'un culte quel qu'il soit. Un coût qui est loin d'être négligeable, près de 58 millions d'euros par an pour le seul régime concordataire d'Alsace-Moselle. Depuis la fin de la dîme, c'est par un acte libre et consenti, acte de foi et de charité, par les dons des fidèles que l'Église s'organise en toute liberté sur le territoire de la République. En somme, notre amendement ne vise qu'une chose, rien que la loi de 1905, mais toute la loi de 1905. Merci Madame Rubin. Monsieur le rapporteur. Alors, Patrick Hetzel et Bruno Studer viennent me dire qu'ils veulent co-signer, hein. Ils défendent ça sur leur territoire. Non, je plaisante, je ne voudrais pas les mettre mal à l'aise. Non, je pense que, très sincèrement, alors on peut toujours poser le sujet, voilà, mais ça va évidemment bien au-delà du texte que nous étudions, si on veut reposer toute la place et le concordat d'Alsace-Moselle. Donc évidemment, ça sera un avis défavorable parce qu'on est sur un sujet qui évidemment ne concerne pas spécifiquement cette proposition. Madame Charrière. Juste dire qu'on est sur un traité international qui lie le pape et l'empereur en son temps. Donc, bien évidemment, c'est aussi un avis défavorable. Ce n'est pas du tout l'objet ni le niveau de la loi qu'on est en train d'étudier. Bien, chers collègues, nous passons donc au vote pour cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté. Amendement suivant, numéro AC18, Madame Rubin. Oui, vous avez raison. Je profite malgré tout de cette loi pour aborder des thèmes qui ont à voir avec l'enseignement privé. Au nom de mon groupe, donc, je demande par cet amendement que soit réalisé un rapport d'information à propos des conséquences économiques qu'entraînerait la possible suppression du financement public indirect de l'enseignement religieux en Alsace-Lorraine. Alors que le débat public semble comme aimanté par ces mots de laïcité et d'austérité, il est pour le moins paradoxal que la question concordataire ne soit pas posée à nouveau frais dans notre pays. Donc on exige une plus grande parcimonie dans l'usage des deniers publics, on s'émeut des manquements à la laïcité et on couvre pourtant d'un voile public, comme il vient d'être fait d'ailleurs, un régime concordataire qui s'exerce sur près de 3 millions de nos concitoyens. 58 millions sont ainsi dépensés chaque année par le contribuable français. Mais quid du coût que représente le financement public indirect de l'enseignement religieux, même fardé en faits religieux? Il ne s'agit pas d'une peccadille, 1 heure par semaine, touchant en 2014 près de 95 000 élèves du primaire, 26 500 collégiens et 7 200 lycéens. Les ministres du culte profitent ainsi des locaux d'établissements pourtant publics pour dispenser un enseignement qui relève d'un fait essentiellement privé, étranger à la morale laïque, que doit insuffler notre école républicaine. C'est pourquoi je demande que le gouvernement délivre au Parlement, dans un délai de 12 mois, un rapport qui puisse permettre aux législateurs d'apprécier précisément le gain pour notre école publique, voire pour la mise en œuvre de contrôleurs, qui serait conséquente à la suppression du régime concordataire. Merci Madame Rubin. Monsieur le rapporteur. Bon, déjà par nature, je trouve que les rapports parlementaires, on en fait quand même beaucoup trop. Et donc celui-là, évidemment, est hors sujet pour moi. Donc évidemment, ça serait un avis défavorable. Monsieur Hetzel, puis Monsieur Molac. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Simplement, j'invite Madame Rubin à lire l'intervention de Robert Schuman à l'Assemblée nationale en 1923 pour justifier l'existence des spécificités du droit local pour l'Alsace-Moselle. Et je pense qu'en réalité, on ne peut pas passer sous silence l'histoire de notre pays. Il y a des contrées qui ont une histoire particulière. Et vouloir, évidemment, peut-être que d'aucuns oublient ici qu'en 1905, en fait, l'Alsace-Moselle, hélas, n'était pas française. Elle était allemande. Et donc, effectivement, la loi 1905, à ce moment-là, ne s'est pas appliquée. Et la commission qui a traité de cette question a travaillé sur le sujet entre 1919
et 1923. Et il a fallu 4 ans de travail là aussi pour faire la proposition qui a été celle de l'instauration du droit local. De surcroît, je voudrais insister aussi sur le fait que ce droit local aujourd'hui est inscrit dans notre Constitution. Et d'ailleurs, depuis 1958, eh bien, le Conseil constitutionnel le rappelle très très clairement. Donc je pense que ce sont des sujets en tout état de cause sur lesquels il serait quand même aussi pertinent de ne pas simplement partir comme ça la fleur au fusil, parce que je pense que la concorde doit aussi régner sur notre territoire national, et pour maintenir cette concorde, il faut éviter d'ouvrir un certain nombre de sujets qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être. Je vous remercie. Monsieur Molac. Non, je voulais rappeler aussi que l'enseignement des religions se fait à l'école publique tout simplement dans les cours d'histoire. Donc, et que vouloir couper la religion, alors ce ne sont pas des enseignements religieux, on est bien d'accord, mais c'est bien un aspect religieux, et de toute façon on a besoin d'expliquer certaines choses qui sont proprement de la religion quand on veut expliquer un certain nombre de faits historiques. Et puis, il ne faut pas s'inquiéter, j'ai connu un certain nombre d'écoles catholiques qui ont formé des générations d'anticléricaux. Donc, il ne faudrait pas croire qu'il suffit qu'il y ait une heure de religion pour devenir un dévot. Merci beaucoup. Nous passons donc au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté. Et nous passons à l'examen de l'article 1er avec un premier amendement AC6 défendu par Madame Rubin. Donc, comme je l'évoquais dans la prise de parole préalable, par cet amendement, nous vous proposons un régime clé en main d'autorisation préalable à la création d'établissements privés hors contrat. Administrativement, il est plus simple aujourd'hui d'ouvrir une école donc, que de faire construire une véranda. Nous pensons que lorsqu'il s'agit de la qualité de l'éducation de nos enfants, oui, lorsqu'il n'y a pas assez d'inspecteurs pour effectuer des contrôles réguliers de qualité, un contrôle a posteriori dans l'année de la création de l'école est largement insuffisant. Il faut à minima une autorisation préalable de l'État. Ce régime d'autorisation avait été introduit dans la loi Égalité et Citoyenneté, comme nous l'avons évoqué, mais le Parlement avait alors donné une trop grande latitude au gouvernement pour légiférer par ordonnance sur un sujet sensible comme la liberté d'enseignement. Nous saisissons aujourd'hui l'opportunité qui nous est offerte par ce texte de mettre en place à nouveau un régime d'autorisation préalable qui passera, à n'en pas douter, sans encombre à travers les fourches codines du Conseil constitutionnel. Bien, monsieur le rapporteur. Donc évidemment, comme on l'a déjà évoqué, pour nous, cet amendement modifie en profondeur la logique du dispositif. Donc ce n'est pas la logique de ce texte et on souhaite évidemment maintenir la liberté d'enseignement. Donc ça sera un avis défavorable. Madame Charrière? Ce sera aussi un avis défavorable du groupe La République En Marche. Très bien, je vous remercie. Nous passons donc au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est-ce qui est pour cet amendement? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté. Amendement suivant, numéro AC3, présenté par Madame Kuster. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement assez simple, puisque son objectif est ici d'étendre le régime d'interdiction aux individus figurant sur le fichier des personnes recherchées, et notamment à celles inscrites sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, et évidemment ayant trait à la sûreté de l'État, ce que l'on appelle donc les fichiers S, et donc il s'agit de rajouter les mots et ne figurant pas sur le fichier des personnes recherchées à l'alinéa 4 de l'article 1er. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je pense qu'on partage tous votre volonté, mais il nous semble que le motif d'ordre public répond tout à fait. En plus, rajouter le fichier des personnes recherchées, attention, c'est beaucoup plus large que le fichier S, c'est-à-dire on a quelquefois des choses, il suffit d'être débiteur au trésor pour être dedans. Donc je ne dis pas que c'est bien, mais je dis simplement que voilà, le fichier des personnes recherchées est un fichier très très large. Il y a à peu près 400 000 fiches, donc là on rentrerait peut-être dans quelque chose aussi d'un petit peu excessif. Et de toute façon, il nous semble que cet amendement est satisfait puisque la notion d'ordre public permettra très certainement d'éviter tout ça. Donc c'est un avis défavorable. Monsieur Pipponi. Oui, monsieur le rapporteur, je pense que vraiment vous vous trompez. Le motif d'ordre public, c'est quelque chose d'assez précis dans le droit français. Et quelqu'un qui éventuellement fichier S ne met pas forcément en cause dans cette conception-là l'ordre public.
Par contre, ça pose un vrai problème, que quelqu'un qui est fiché S puisse être directeur d'une école. Parce que qui a accès au fichier S? Je voulais vous raconter une anecdote. Lorsqu'il y a eu les attentats, on a découvert, un peu à ma demande, que 70 fichiers S travaillaient dans les aéroports parisiens. Parce que personne ne vérifiait que des fichiers S s'occupaient de manipuler les bagages ou autres ustensiles dans les aéroports. Personne n'y avait pensé. Donc si on ne fait pas attention, on va donc confier nos enfants à des gens qui peuvent être fichiers S, y compris liés à des réseaux de radicalisation. Donc il faut aller plus loin. Le casier judiciaire ne suffit pas. Alors, moi, je comprends la logique de l'amendement, mais peut-être que d'ici la séance, on peut trouver le moyen collectivement d'améliorer le texte pour éviter que des individus qui peuvent être considérés comme dangereux par les services de renseignement, bien qu'ils ne soient pas en fait dans un fichier, parce que le fichier S, ce n'est pas un fichier, ne puissent pas non plus s'occuper d'enfants des plus jeunes âges. Voilà, ça paraît du bon sens, mais il faut l'écrire. Et je n'ai pas le sentiment que la notion d'ordre public suffise à cela. Voilà. Donc, mettons plus de garanties pour éviter que n'importe qui ne soit pas en charge d'établissements comme cela. Enfin, je pense qu'on doit être capable de trouver collectivement le bon texte pour l'éviter. Alors, à mon avis, effectivement, d'ici la séance, on peut peut-être aussi définir l'ordre public, en tout cas savoir telle la définition. Mais je rappelle que l'amendement, même si je comprends la logique, c'est fichier des personnes recherchées. Hein. Donc là, on serait beaucoup plus large que le fichier S. Je pense que là, ça serait... Voilà, même si on partage tout ça. Donc peut-être on peut essayer effectivement de regarder ce qu'on met derrière ordre public, de voir aussi avec le ministre et de voir un petit peu. Mais je pense qu'on partage tous, effectivement, cette notion de protection au maximum. Monsieur Pupponi ? Juste, je précise. Ce qu'il faut interdire, c'est que des individus qui peuvent être potentiellement dangereux soient en responsabilité. Mais là, l'ordre public permettra de ne pas de refuser la déclaration. Voilà. Donc moi, je dis qu'il faut augmenter les motifs de refus de présider, de diriger un établissement scolaire pour un certain nombre d'individus. Il faut le préciser. Et si ces individus ne sont pas dans les bonnes listes, eh bien, ils ne peuvent pas diriger un établissement scolaire avec tout ce que cela entraîne. Madame Kuster et puis Madame Charrière. Oui, je pense qu'on a tout intérêt à être le plus précis possible. J'entends ce que vous me dites sur le fichier des personnes recherchées. Je suis un petit peu étonnée du chiffre que vous donnez, mais bon, dont acte. Néanmoins, on a tous peut-être plus ou moins eu des responsabilités locales et que nous avons encore. Et quand on voit même que dans les cantines scolaires ou autres, on découvre, ou dans les colonies de vacances, encore des personnes avec quand même une petite surprise qui peuvent être fichées, sincèrement, je remercie M. Pupponi pour sa réaction. Je pense que vraiment, ça mérite que vous vous y penchiez, que cette discussion ait lieu. En tout cas, je suis heureuse d'avoir pu le souligner. Merci Madame Kuster. Madame Charrière ? Oui, je pense quand même que c'est en partie satisfait avec l'alinéa 5 de l'article 2 qui parle de registre personnel qui doit être fourni, qui doit être fourni chaque année, donc ça permet une vérification possible. En plus, quelqu'un qui est fiché S, c'est quelqu'un qui est soupçonné, c'est pas encore quelqu'un qui a commis un délit. Et en termes de liberté individuelle, je ne sais pas si on peut aller aussi loin. Madame Bagné. Oui, pour le MoDem et après discussion, nous sommes favorables à l'idée de l'amendement. Après, nous attendons des précisions sur effectivement le fichier des personnes recherchées. Donc s'il y a recherche avec le gouvernement, nous serons favorables à cette avancée. Madame Kuster. Enfin, je ne vais pas allonger le débat, mais vraiment votre réaction, madame, chère collègue, me surprend. Il faut arrêter d'être dans la naïveté, là. On est quand même dans une situation où il faut raison garder. Je pense que tout ce qui est radicalisation et fichier S, même si la présomption d'innocence existe, à un moment, on ne prend pas le risque dans le milieu de l'éducation, qui plus est, à prendre des personnes sous prétexte que si elles sont fichées, c'est qu'il y a une raison quelque part. Je regrette. Et radicalisation et fichier S, on est dans la prévention. Bien, monsieur le rapporteur, avant de passer au vote. Alors, Madame Kuster, on comprend, hein, je partage votre avis, mais Madame Charrière a raison. Évidemment que la naïveté, mais il y a une histoire de droit, on est un état de droit, et quelqu'un qui est fichier S, lui interdire alors qu'il a commis aucun délit, je ne suis pas sûr qu'en termes de droit, ça soit tout à fait possible quand même. Hein. Alors, je donne encore la parole à monsieur. Oui, je donne encore la parole à monsieur Pup. Rapidement. S'il vous plaît, chers collègues. Juste juridiquement, lorsque l'État a découvert que 70 fichiers S travaillaient dans les aéroports, bien entendu qu'ils leur ont enlevé le badge immédiatement.
Donc juridiquement, l'État peut dire que dans certains métiers, dans certaines situations, on ne peut pas avoir telle activité. L'État le fait tous les jours. Et c'était de la présomption d'innocence. Mais on ne prend pas le risque. C'est quelque part un principe de précaution. Voilà, on ne prend pas le risque et on peut juridiquement le faire. Bien, je prends encore la demande de parole de Madame Thiel avant de redonner une dernière fois la parole à Monsieur Domkeller et puis nous serons suffisamment éclairés pour passer au vote. Je suis vraiment pas longue. C'est pour juste dire qu'on parle d'enfants qui sont dramatiquement maniables et influençables. En plus, je pense, on est tous d'accord sur le sujet. Mais par contre, alors, on ne va pas rentrer dans un débat, mais à l'aéroport de Paris, sur l'histoire d'aéroport de Paris, c'est l'employeur qui retire le badge à un employé. C'est autre chose que d'inscrire dans la loi qu'un fichier ne peut pas. Enfin, à mon avis, voilà. Bon, après, mais je ne suis pas sûr que juridiquement, il soit possible à quelqu'un qui n'a commis aucun délit, même si évidemment on le soupçonne de plein de choses, de lui interdire. Je ne suis pas sûr. Je pose la question. Hein. Je ne dis pas que vous avez tort, je dis je ne suis pas sûr. Bien. Vous parlez français, vous parlez pas français, c'est un critère. Bon, bah, vous êtes fiché, c'est un autre critère. S'il vous plaît, chers collègues. Donc, voilà. Nous allons donc passer au vote sur cet amendement qui, je le rappelle, a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour cet amendement? Levez bien les mains, s'il vous plaît. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Bien, cet amendement est adopté. Sur l'amendement suivant, AC33 de Monsieur Pupponi. Je propose même de faire les deux, 33 et 41 en même temps. C'est le principe d'autorisation dont on a parlé tout à l'heure qu'on propose de mettre en œuvre plutôt que le principe de déclaration. Sur le rapporteur. Voilà, merci. Donc effectivement, pour les deux amendements qui traitent du même sujet, donc on la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire ça change la logique du dispositif, donc ça sera une position défavorable sur l'amendement. Donc au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Amendement suivant, AC41, Monsieur Pupponi également. Pardon. Défendu. Même avis. Même avis. Même vote. Voilà, nous passons donc à l'examen de l'amendement suivant, AC23, présenté par Monsieur Acquaviva. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cet amendement a pour objet de rajouter parmi les destinataires de la déclaration d'ouverture la présidente ou le président de la collectivité territoriale compétente en fonction de la nature de l'établissement. En effet, les départements ont la charge des collèges et des régions des lycées, mais aussi certaines collectivités ont des compétences partagées en termes d'éducation et d'élaboration de la carte scolaire. C'est pour ça qu'il nous semble souhaitable que ces collectivités soient destinataires, tout comme le maire, le préfet ou le procureur de la République, de la déclaration d'ouverture que le rectorat est chargé de transmettre et des établissements d'enseignement scolaire privés dans lesquels elles sont compétentes. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Acquaviva, Monsieur le rapporteur. Alors je pense qu'il faut pas vivre le maire comme il est là parce qu'il est compétent en matière scolaire. Il est là parce que c'est le représentant du territoire et c'est lui qui connaît son territoire. Donc c'est pour ça que c'est lui qui est la personne qui est... Donc voilà, je pense qu'il faut le vivre comme ça et si on le vit comme ça, on pense que c'est pas la peine de rajouter le président du département, etc., etc. Voilà la logique, donc ça sera un avis défavorable pour cette raison-là. Merci Monsieur le rapporteur. Passons donc au vote sur cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté. Amendement suivant, numéro AC24, Monsieur Acquaviva. Merci Monsieur le Président. La rédaction actuelle des articles relatifs à l'ouverture des établissements faisait mention des bonnes mœurs et de l'hygiène. La référence bonnes mœurs est désormais peu à peu supprimée des différents codes et remplacée par la notion d'ordre public, comme le propose donc cet alinéa 6. Il nous apparaît quand même judicieux de maintenir la notion d'hygiène et de son non-respect parmi les motifs possibles d'opposition à l'ouverture de l'établissement. Voilà, nous pensons qu'il n'est pas évident que la notion de protection de l'enfance et de la jeunesse recouvre également cet aspect relatif aux conditions d'accueil matériel des lieux d'enseignement, d'où l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Alors là aussi, on pense que l'amendement est satisfait parce que les questions d'hygiène, c'est plus des règles de santé et d'urbanisme, donc qui donneront fatalement lieu à des contrôles de par les administrations et par le maire. Donc pour nous, il est satisfait, donc ça sera un avis défavorable. Nous passons donc au vote. Madame Charrière, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, on parle surtout de l'hygiène. Je pense que vous pensez à la restauration, et là, c'est les services vétérinaires. Donc, je veux dire, on n'est pas dans le code de l'éducation. Merci. Donc, c'est un avis défavorable. Merci. Nous passons donc au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de M. le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté. Amendement suivant, AC17.
Madame Rubin. Oui, tout à fait. Oui, avec cet amendement, nous permettons à l'administration de s'opposer à l'ouverture d'un établissement pour des raisons qui sont essentielles, l'absence d'un projet pédagogique cohérent avec l'intérêt supérieur des enfants et avec le principe fondamental d'égal accès à l'instruction. Donc nous souhaitons pouvoir introduire dans le texte que la nécessité d'un projet pédagogique, qu'un projet pédagogique soit présenté pour la demande d'ouverture d'un établissement. Il est ainsi nécessaire donc, que ce projet soit transmis à l'autorité donc compétente de l'État en matière d'éducation et que les manquements manifestes puissent servir de base au refus de l'ouverture des dits établissements. Merci. Monsieur le rapporteur. Alors, le dispositif que prévoit cette PPL, il prévoit bien comme motif d'opposition le fait que l'établissement n'aurait pas le caractère d'un établissement scolaire. Donc, en fait, ça renvoie à la notion d'instruction obligatoire des enfants. Donc, pareil, on pense que c'est satisfait. Et donc, voilà. Donc, on est défavorable sur l'amendement. Madame Charrière. On pense aussi effectivement que c'est satisfait parce qu'en croisant la demande de projet d'établissement et l'objet de l'enseignement, en croisant les deux, on satisfait l'amendement et ça évite aussi de se soucier de la pédagogie puisque s'il y a bien une liberté dans le hors-contrat, c'est celle de la pédagogie. Merci Madame Charrière, Madame Rubin et Monsieur Molac. Madame Rubin, vous souhaitiez reprendre la parole. Oui. Donc là, c'est quelque chose pour... ce projet pédagogique serait présenté non pas lors du contrôle postérieur, mais pour valider l'ouverture, comme un outil qui validerait l'ouverture. Il s'agit d'être... bien sûr, on ouvre une école, on suppose que c'est pour éduquer. Le projet pédagogique apporte des compléments d'information aussi bien sur le contenu que sur les méthodes et les outils et les objectifs souhaités. Ça semble essentiel. Merci Madame Rubin. Monsieur Molac. Oui, non, j'ai un peu peur que là, ce serait en fait un jugement par rapport à un projet pédagogique et je ne suis pas certain que, par exemple, quand on a ouvert la première école par immersion, l'éducation nationale était complètement contre, même si aujourd'hui elle s'inspire d'un certain nombre de ces méthodes pour ses propres écoles. Donc ce contrôle au préalable me semble difficile dans la mesure où il y a quand même d'autres garde-fous qui sont la connaissance d'un certain nombre de choses, etc. Donc pas favorable non plus. Merci Monsieur le Molac. Madame Rilhac. Oui, il me semble que Madame Rubin fait une petite confusion entre le projet d'établissement et le projet pédagogique. Que l'on puisse se poser en effet la question qu'un projet d'établissement soit au cœur de l'ouverture d'un établissement scolaire, certes, mais particulièrement comme mon collègue Monsieur Molac vient de le souligner, au niveau de la pédagogie, il est bien dans les établissements hors contrat, c'est bien la question de cette liberté pédagogique, et particulièrement dans les pédagogies alternatives. Donc on ne peut pas mettre au préalable des conditions pédagogiques. Je pense que Madame Rubin a fait une petite confusion de termes. Merci Madame Rilhac. Nous passons donc au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour, qui est contre. Cet amendement n'est pas adopté. Amendement suivant numéro AC42, Monsieur Pupponi. Monsieur Janico. Oui, merci Monsieur le Président. François Pupponi le faisait remarquer tout à l'heure, nous avions voté une disposition dans la loi égalité et citoyenneté en 2015 qui était un article qui permettait une habilitation à légiférer par ordonnance pour le gouvernement et qui permettait de revoir le régime déclaratif d'ouverture des établissements privés hors contrat afin de l'aligner sur le régime d'autorisation préalable qui pour nous apporte plus de garanties et qui est aligné notamment sur le système qui est en vigueur aujourd'hui en Alsace-Moselle. Cet amendement qui a été voté, il a été censuré par la suite par le Conseil constitutionnel. Mais pour des questions de forme, pour le respect de la règle de l'entonnoir législatif. Donc, la logique de nos amendements et que nous présentons cet après-midi en commission, c'est de permettre de revenir à ce système d'autorisation préalable et en particulier de prévoir un délai dans lequel l'administration rend sa décision, qui soit un délai de 4 mois au lieu de 3 mois tel qu'il est prévu actuellement pour le système déclaratif. Merci Monsieur Jonico. Monsieur Hetzel, vous avez demandé la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais effectivement revenir sur ce que vient de dire Monsieur Joannico, parce que il y a un débat là-dessus aussi, puisque au Sénat cette question avait aussi été abordée. C'est clair qu'aujourd'hui, et je l'évoquais tout à l'heure dans le propos liminaire, ce texte permet un bon équilibre, entre la nécessité de contrôle dont nous avons tous conscience, et en même temps aussi la préservation de la liberté, qui encore une fois de la liberté d'enseignement, elle est de nature constitutionnelle. Et en fait,
Le Conseil constitutionnel, quand vous regardez de près, la censure sur le texte de la législature précédente, enfin notamment cette disposition, ne portait pas que sur des éléments de forme, mais également à plusieurs reprises sur les éléments de fond ayant trait à cette liberté constitutionnelle de l'enseignement, et je voudrais insister sur ce point. Donc il serait tout de même assez troublant d'introduire du coup des dispositions aujourd'hui qui posaient problème. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, j'étais intervenu dans l'hémicycle pour indiquer qu'il y avait un problème de constitutionnalité. À l'époque, évidemment, on m'avait dit, la majorité de l'époque m'avait dit non, il n'y a pas de problème de constitutionnalité. On a vu par la suite qu'il y en a un. Je maintiens ce que j'ai pu dire lorsque le débat avait eu lieu maintenant il y a plusieurs années. Il y aurait bien, sur un amendement comme celui-là, un problème de constitutionnalité. Merci, Monsieur Hetzel. Vous souhaitez... Monsieur Hetzel, il vient de parler. Oui. Non, j'imagine. Merci, Monsieur Hetzel. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Juste pour aller dans le sens de ce qu'a dit Patrick Hetzel. Alors, pareil, hein, on est sur une logique différente de ce que nous proposons. Donc, effectivement, ça sera un avis défavorable à cet amendement. Parce qu'effectivement, il y a quand même une question de constitutionnalité. Je crois que déjà, le simple fait que le Conseil constitutionnel se soit posé la question simplement sur les finalités montre que ça reste un sujet quand même très particulier et qu'il faut manier avec prudence. Madame Charrière. Le groupe La République En Marche votera aussi contre cet amendement qui, effectivement, va contre le principe de constitutionnalité. Bien, nous passons donc au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Nous passons à l'examen de l'amendement suivant, AC32. Madame Faucillon, Madame Buffet. Pour le groupe JDR, il n'est pas défendu. Amendement suivant, numéro 43, Monsieur Pupponi. Ou Madame Magnier. Pardon, excusez-moi. Merci, Président. Alors, cet amendement est un amendement de coordination, mais qui devrait compléter ceux présentés par M. Pupponi, les 33 et 41, qui ont reçu un avis défavorable, et devrait permettre de passer à un régime déclaratif, à un régime d'autorisation préalable. Donc, ça devait être à l'alinéa 11 déclaration, au lieu de déclaration, demande d'autorisation, et au 12 déclarant, au lieu de déclarant, demandant. Mais bon. Bon, en ayant rejeté les autres, manifestement, on a complètement... Je ne sais pas, vous voulez peut-être le retirer. Enfin, c'est pas à moi de demander ça, mais... Vous voulez le maintenir, le retirer, c'est... Madame Malin, sinon, ça sera avis défavorable, évidemment. Bien, l'amendement est donc retiré. Nous passons à l'examen de l'amendement suivant. Monsieur Acquaviva pour le AC25. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a pour objet d'interdire l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'accueil des mineurs. Nous pensons en effet que le bulletin numéro 2 est beaucoup plus opportun et apparaît d'autant plus souhaitable à réclamer qu'il s'agissait généralement du type d'extrait de casier judiciaire délivré à certaines administrations pour accéder à un emploi en contact avec des mineurs. Je vous remercie. Au lieu du numéro 3, donc. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors, l'amendement est satisfait parce que les administrations peuvent demander le bulletin numéro 2. Par contre, la personne concernée ne peut pas demander son bulletin numéro 2. Donc, à partir du moment où les administrations peuvent le demander, elles le demanderont si elles en ont besoin. Donc, votre amendement est satisfait. Bien. Monsieur Pupponi. Je pense qu'il faut rendre la demande automatique. Quand une collectivité locale embauche quelqu'un, il fait la demande. Il faut que ça soit fait automatiquement. Parce qu'on a bien vu, enfin on a vu le cas de certaines administrations qui, à un moment, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient été condamnés pour pédophilie et qui enseignaient. Il a fallu revenir sur les textes. Donc on sait qu'il y a des loupés, on sait qu'il y a des... Voilà. Et donc il faut, je pense, dans ce texte, rendre obligatoire la demande pour éviter... Enfin, il faut regarder ce qu'a fait l'Éducation nationale. D'ailleurs, ils se sont rapprochés, ils ont trouvé un nouveau système pour éviter justement les problèmes. Et il faut le rendre obligatoire ou mettre en place une procédure qui évite au maximum des loupés, parce que compte tenu du nombre de personnes qui vont demander cette autorisation, on voit bien, enfin cette déclaration, pardon, on voit bien qu'il peut y avoir des loupés, donc il faut le rendre obligatoire. Monsieur le rapporteur. Bien. Passons donc au... Madame Charrière. Aussi, en pensant que l'amendement est... Enfin, pas l'amendement, mais que c'est satisfait et qu'effectivement, la République En Marche votera contre. Bien, nous passons donc au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Amendement suivant, numéro 36. Monsieur Pupponi.
Non, c'est Madame Victory. Ah, pardon, excusez-moi, Madame Victory. Non, mais il n'y a pas de problème. Oui, c'est un amendement afin de prendre le moins de risques possible, encore une fois. C'est un amendement qui enrichit le contenu des pièces demandées à la personne déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement, et donc qui exige un certificat de stage, par exemple, qui constate que les personnes ont rempli pendant 5 ans les fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un enseignement scolaire, public ou privé, d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État lié par un accord dans l'espace économique européen, et ensuite la copie soit du diplôme du baccalauréat, soit du diplôme de licence, soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement. Monsieur le rapporteur. Alors, amendement satisfait, puisque l'article 1er, l'alinéa D... Pardon, excusez-moi. L'amendement est satisfait puisque l'article 1er alinéa D prévoit que doivent être fournies l'ensemble des pièces attestant que les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle sont remplies par le futur chef d'établissement. Donc, c'est clairement écrit. Bien, merci monsieur le rapporteur. Nous passons donc au vote sur cet amendement, pour lequel vous avez donné un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Amendement suivant, numéro 26, monsieur Acquaviva. Oui, à travers cet amendement, nous proposons de rétablir dans cette proposition de loi certaines informations qui étaient nécessaires à la constitution du dossier et qui figuraient, il nous semble à juste titre, dans l'ancienne version. Donc l'information des autorités de leur diplôme et parcours professionnel par les déclarants, lorsqu'il s'agit en l'occurrence d'ouvrir un établissement scolaire. Même réponse, c'est satisfait par l'alinéa D. Tout est précisé. Bien, même réponse, même donc, vote. avis défavorable, évidemment. Même vote, chers collègues. Passons donc à l'examen de l'amendement suivant, numéro 13. Madame Rubin. Donc là, nous souhaitons demander donc au Parlement la rédaction d'un rapport concernant le financement direct et indirect de l'école privée par les collectivités territoriales. C'est une chose qu'on avait déjà demandé lors de la loi de finances. En effet, environ 17,6% des élèves français sont scolarisés dans des établissements privés sous et hors contrat. Les collectivités doivent assumer 20,6% du financement des dépenses d'éducation des écoles privées du premier degré et 8,9% des dépenses du second degré. Cela touche des dépenses pédagogiques ou de fonctionnement et dans certains cas des investissements immobiliers. Il y a un rapport qui a été fait en 2007 et il me semble nécessaire de pouvoir le réactualiser, de réactualiser les données au moment où, pour pouvoir considérer ce poids et au moment où justement les élèves désertent le public pour aller vers le privé. Merci Madame Rubin, monsieur le rapporteur. Alors, on n'en reviendra pas sur l'histoire de faire des rapports, mais surtout ce rapport n'a pas de rapport avec l'objet de cette loi, donc évidemment avis défavorable. Merci. Nous passons donc au vote sur cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Je mets donc aux voix l'article 1er ainsi modifié. Qui est pour l'adoption de cet article? Qui est contre? Cet article est adopté. Passons à l'examen des amendements portant article additionnel après l'article 1er avec Madame Rubin pour l'amendement numéro AC11. Beaucoup, donc, en effet, les amendements que l'on pose interpellent sur la nécessité, ou en tout cas l'existence de ces écoles hors contrat. Et en voici un autre. Il y a beaucoup de ces établissements qui s'ouvrent dans la perspective d'accueillir de façon différenciée des élèves filles et des élèves garçons. Donc cette discrimination et cette sélection est grave, bien sûr. Elle est aussi grave que de refuser d'accueillir des élèves étant telle ou telle origine et telle ou telle croyance. C'est la raison que nous proposons cet amendement qui consiste à modifier dans le code de l'éducation, à ajouter dans le code de l'éducation le mot et de sexe après le mot croyance. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, pareil, on peut partager ce point de vue, mais ça n'a pas guère de rapport avec la loi. Et puis, c'est très compliqué. Vous savez, il y a aussi des écoles réservées aux filles, aussi, etc. Donc, c'est très compliqué. On peut partager, évidemment. Je comprends ce que vous voulez dire et on ne peut que partager. Mais donc, ça nous semble très compliqué. Et donc, ça sera un avis défavorable. Merci beaucoup. Madame Rubin et puis monsieur Hetzel.
Madame Rubin. Oui, non, j'insiste. Il se passe tellement d'abus dans ce type d'école que ça nous amène justement à devoir repréciser le code de l'éducation dans le cadre duquel elles doivent s'inscrire. Donc, beaucoup des amendements que l'on porte peuvent sembler hors sujet. En vérité, ils soulèvent justement le sujet de ces écoles. Merci Madame Rubin, Monsieur Hetzel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, notre rôle est quand même de faire en sorte qu'à travers les lois que nous adoptons, on résolve des problèmes plutôt qu'on en crée de nouveaux. Juste, si on prend l'amendement tel quel, s'il devait être adopté, que se passerait-il pour l'école des jeunes filles de la Légion d'honneur? Tout simplement. Donc, en fait, elle deviendrait illégale en adoptant ipso facto cet amendement. Donc, vous voyez, je pense que ça poserait des problèmes qu'on n'a pas du tout imaginés. Alors après, ça peut donner lieu à un débat, par ailleurs. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, adopter un amendement tel que celui-là créerait des difficultés pour des établissements qui, d'ailleurs, ont une histoire et une légitimité. Je pense que beaucoup d'entre nous ne souhaitent pas remettre en cause. Je vous remercie. Merci. Madame Rubin. Oui, enfin là je voudrais préciser, l'histoire elle se remet continuellement en mouvement avec de nouvelles valeurs. On peut, voilà, je ne dis pas qu'il faut le faire, c'est l'opportunité aussi pour lancer ce type de réflexion. Merci beaucoup. Donc, Madame Charrière. Oui, même argument que M. Hetzel, c'est effectivement, il y a des limites qu'on franchirait et qui déstabiliseraient des structures comme l'école de la Légion d'honneur par exemple, et ça fait un petit peu partie aussi de la liberté pédagogique. Même si effectivement je suis pour une égalité de traitement entre les garçons et les filles. Merci beaucoup. Nous passons donc au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Amendement suivant numéro AC12, défendu par Madame Rubin. Allez-y, Madame Rubin, pour le AC12. Je ne le défends pas là. Ah, il n'est pas défendu. Il n'est pas défendu. Et donc nous passons à l'amendement suivant, AC14, Madame Rubin. Défendu? Donc, les établissements privés non liés par un contrat avec l'État ne perçoivent en principe pas de financement direct de l'État. Nous savons toutefois que des méthodes sont à l'œuvre pour contourner cette règle. Par contre, nombre d'établissements sont subventionnés par des États étrangers ou des entreprises privées étrangères, ce qui nous semble vraiment inacceptable. Ce qui donc semble inacceptable pour les partis politiques doit l'être aussi pour le financement de nos écoles. En effet, il ne saurait exister d'influence pédagogique d'entreprises privées ou d'États étrangers sur les jeunes esprits qui concourent pour leur avenir à la fabrique de notre État. Bien, Monsieur le rapporteur. Alors, cette proposition impose aux déclarantes de présenter les modalités de financement. Et je crois que mettre des critères de nationalité dans les financements me semble quand même très compliqué également. Donc ça sera un avis défavorable. Madame Charrière. Pour nous, ça contrevient à la liberté d'entreprendre. Ce qui n'empêche que pour la première fois, on va enfin regarder les modalités de financement. C'est une forte avancée. Si dans les modes de financement, on voit une grosse subvention associative et une faible part de contribution des familles, les autorités seront alertées. Donc c'est un avis défavorable du groupe La République En Marche. Madame Rubin. Oui, alors à ce moment-là, il faudrait peut-être rajouter dans les modalités, dans les éléments de présentation du dossier au départ, l'origine, enfin préciser les critères à partir desquels on s'oppose au dépôt de cette candidature. Et parmi ces critères, pourquoi pas ceux évoqués de financement étranger. Bien, merci Madame Rubin. Nous passons donc au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Amendement suivant numéro 9. Madame Rubin, défendu? Donc défavorable. Bien. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons à l'examen des amendements à l'article 2, avec un premier amendement défendu par... n'est pas soutenu, AC31. Le suivant, 37, Monsieur Pupponi, Monsieur Jonico. Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Patrick Hetzel sur la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi égalité citoyenneté, il a effectivement raison
quand il dit qu'il y a des éléments de fond qui ont été soulevés, notamment les atteintes possibles à la liberté d'enseignement, mais c'était pour mieux souligner les éléments sur la forme qui avait été choisie, c'est-à-dire le fait de déléguer au gouvernement, sous forme d'habilitation, à légiférer par ordonnance. Et c'est ça qui a été surtout critiqué dans la décision du Conseil constitutionnel, puisque dans la décision, le Conseil dit, en confiant au gouvernement sans autre indication le soin de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d'autoriser l'ouverture des établissements hors contrat, le législateur a insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance. Donc c'est essentiellement pour des questions de forme, même si les éléments de fond, bien évidemment, en termes de proportionnalité, étaient bien visés. Cet amendement, Monsieur le Président, mes chers collègues, propose que les contrôles des établissements se fassent désormais de manière inopinée. On le voit bien aujourd'hui dans l'écrasante majorité des cas, les contrôles sont réalisés en coordination avec les établissements qui sont eux-mêmes contrôlés. Et donc, on voit bien que ces établissements peuvent tout à fait préparer et satisfaire ces contrôles avec exemplarité. Donc, il faut un petit peu plus de spontanéité. Merci, Monsieur Juanico. Monsieur le rapporteur. D'accord, ok. Sur l'histoire des contrôles inopinés, déjà, c'est possible. Il y a une circulaire de 2015 qui le prévoit, donc c'est possible. Et caractériser automatiquement le contrôle inopiné, je pense que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi créer une relation de confiance. Je veux dire, on ne peut pas non plus partir toujours du principe que les gens qui sont avec une école hors contrat sont fatalement des gens qui ne veulent pas être contrôlés. Donc maintenant, le fait qu'il y a un contrôle, il peut être inopiné, c'est très bien. Le systématiser inopiné me semblerait trahir la relation de confiance qu'on peut créer et serait très contre-productif, donc ça serait un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame Rilhac, puis Monsieur Hetzel et Madame Charrière. Oui, merci Monsieur le Président. Ça va exactement dans le sens de Monsieur le rapporteur, c'est que les contrôles inopinés à l'heure actuelle, ils peuvent avoir lieu, mais par contre, Monsieur Juanico a tout à fait raison de soulever la problématique dans les établissements hors contrat par rapport aux qualités justement pédagogiques. C'est-à-dire que il faudrait peut-être aussi réfléchir à ce moment-là à comment est-ce qu'on pourrait tourner cette phrase de manière à ce que ce ne soit pas de manière inopinée, mais ou qui pourrait être de manière inopinée, de manière à rappeler justement aux instances d'inspection qu'elles peuvent se saisir. Parce qu'à l'heure actuelle, elles n'ont pas forcément le temps, c'est vrai, de pouvoir faire ces caractères inopinés. Et on pourrait peut-être réfléchir à trouver le moyen de rappeler aux instances pédagogiques qu'elles ont cet outil de surprise. Merci Madame Rilhac. Monsieur Hetzel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Là, du coup, je voudrais faire intervenir mon expérience. En fait, en tant qu'ancien recteur, je peux vous dire que d'abord, cette possibilité existe et elle est utilisée, comme vient de le rappeler le rapporteur. C'est vrai il faut laisser faire les autorités académiques. Dans un certain nombre de cas, il n'y a pas de raison que ce soit inopiné. On a la possibilité de le faire et croyez bien que dans un certain nombre de cas, les recteurs le font et sans la moindre hésitation. Dès lors qu'il y a une suspicion, ça se fait de manière inopinée. Donc, il y a des cas où je pense qu'effectivement, il faut figer des choses dans la loi. Là, du coup, j'ai la faiblesse de penser qu'il faut laisser faire l'exécutif et laisser apprécier l'exécutif. Les questions d'ordre public, très franchement, il y a des réunions autour du préfet au moins une fois par mois où on fait un point de situation avec tous les services de l'État. S'il y a des questions de ce type-là qui se posent, j'ai vraiment confiance en notre administration, très clairement. Je vous remercie. Merci, M. Hetzel, Mme Charrière et M. Pupponi. Mme Charrière, d'abord. Excusez-moi. Je vais tout à fait dans le sens de M. Hetzel. Il faut absolument laisser la latitude aux organes de contrôler, de laisser aux équipes de terrain le choix de la méthode. Donc, il faut faire confiance quand même aux instances de l'éducation nationale. Donc, ça sera un avis défavorable du groupe La République En Marche. Merci, Mme Charrière. Et M. Pupponi. Je suis un peu étonné de la position du groupe La République En Marche, parce que on ne peut pas à la fois dire qu'on est dans un pays où l'administration souffre, que dans le vieux monde, dans l'ancien monde, les choses ne se passaient pas tout à fait normalement et qu'il faut révolutionner tout ça, et ne pas tenir compte de l'expérience. Moi, je peux vous dire, il y a des recteurs de très grande qualité, il y en a de moins bonne qualité, comme dans tous les métiers, que de fait, les contrôles n'ont pas lieu. De fait, les contrôles n'ont pas lieu. Je vais reprendre l'exemple. Moi, il y a 8 ans que j'ai signalé l'existence d'une école déclarée hors contrat et d'une école non déclarée. Réponse des services du ministère de l'Éducation nationale.
Ah ben nous, c'est pas une école, elle n'est pas déclarée. Non, réponse du ministère de l'Éducation nationale, l'école n'est pas déclarée, donc ce n'est pas une école. Donc nous n'allons pas aller voir. Et l'Éducation nationale refuse d'aller voir cette école. Qu'est-ce que vous appelez un lieu où des enfants mineurs sont accueillis le matin pour être rendus le soir à leurs parents? Ça s'appelle une école. Bon, et bien l'Éducation nationale vous dit non. Moi, elle n'est pas déclarée, elle n'existe pas. C'est ça la vraie vie aussi. Et il y a, dans le département du Val d'Oise, un agent qui n'est pas à temps plein, qui est dédié au contrôle des établissements hors contrat. Il y en a plusieurs centaines. Comment voulez-vous qu'il procède au contrôle? Voilà. Donc si on ne titille pas un peu l'administration pour rendre obligatoire le contrôle, alors j'entends ce que vous dites, on peut effectivement des contrôles qui ne soient pas inopinés, mais quelque part rendre obligatoire au moins une fois par an un contrôle inopiné, ça ne fait pas de mal, ni à l'administration, ni aux écoles concernées. On peut aussi le prévoir dans une circulaire. Hein. Je crois que c'est ce que j'allais vous dire. On va lui poser la question. Il s'est engagé manifestement à donner les moyens aussi de ses contrôles. Alors, en tout cas, il s'est engagé. On peut quand même partir de cet a priori-là qu'il s'est engagé. Mais effectivement, ça peut être l'occasion en séance de lui demander comment il voit ça et effectivement comment il compte faire que... On peut peut-être un peu plus systématiser l'inopiné. On peut lui demander en séance. Madame Brunera. Oui, je voulais peut-être répondre à ce que dit M. Pupponi. Quand même, avec cette proposition de loi, on le voit bien, le but, c'est à la fois de simplifier, mais aussi de mieux contrôler. On est quand même sur une proposition de loi qui met en place des contrôles systématiques la première année, puis des contrôles ensuite. Et je pense qu'il faut quand même faire confiance à notre administration sur sa façon de diligenter des contrôles inopinés si elle en a besoin. Elle peut faire un premier contrôle avec rendez-vous et puis revenir après de manière inopinée si elle a eu des doutes, si elle a eu des remarques du maire, du préfet. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop caricaturer le sujet. Bien, merci, chers collègues. Madame Charrier, rapidement. Je voulais dans le sens de Madame Brunera, et effectivement, si on systématise les contrôles, on va absorber tous les moyens dans la systématisation, et du coup, quand effectivement il y aura une école qui sera un petit peu dans le collimateur, on ne pourra pas renforcer et avoir un suivi auprès et passer plusieurs fois dans la même année pour s'assurer que l'école a redressé le tir ou alors la fermer. Donc il faut faire confiance aussi à nos institutions. Bien, merci, chers collègues. Monsieur Pupponi, je vous invite à ce qu'on poursuive peut-être par après la discussion et qu'on puisse réfléchir ensemble à quelle proposition on pourrait faire au ministre lors de l'examen en séance sur ce sujet qui, on le sent bien, d'ailleurs tout à l'heure avec l'autre amendement que vous avez pu défendre, nous interpelle tous et toutes. Pardon. Donc, poursuivons la discussion tout à l'heure. Avec volontiers. Voilà. Donc nous passons donc au vote sur cet amendement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Voilà. Je n'ai pas rappelé l'avis défavorable de M. le rapporteur, mais je le rappelle maintenant que le vote a été fait. Ça arrive, chers collègues. Nul n'est parfait. Merci beaucoup. Donc, on a 3 amendements qui sont soumis à discussion commune. Là, c'est 20 par Mme Buffet qui n'est pas soutenu. AC38, M. Pupponi. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans la série « La confiance n'exclut pas le contrôle », cet amendement rend obligatoire le contrôle des établissements privés hors contrat la première année, la 3e année et la 5e année de fonctionnement. Merci, Monsieur Jonico. Monsieur le rapporteur. Ah, pardon, Monsieur Acquaviva. Excusez-moi, Monsieur Acquaviva. À vous. Ah, défendu, c'est la même ligne. Défendu. Puis l'amendement suivant n'est pas défendu. Donc sur ces 2 amendements, AC38 et AC27, monsieur le rapporteur, nous vous écoutons. Bon, sur l'idée de la confiance et du contrôle, je suis d'accord sur le principe. Alors, pareil, on comprend. Donc, il y a un contrôle la première année qui n'empêche pas les contrôles les années suivantes. Et toujours pareil, si on systématise, qu'est-ce qui risque d'arriver? On va contrôler tout le monde. Et donc, on va disperser les moyens, entre autres, vers des écoles qui n'auraient pas besoin d'être contrôlées. Et on n'aura peut-être justement plus les moyens d'en avoir pour celles qui auraient besoin. Alors, j'entends ça. Donc, c'est ça, en systématisant, ou alors, il faut vraiment donner beaucoup plus de moyens. Oui, mais Monsieur Pupponi, on ne va pas jouer ce jeu-là. Vous étiez, il y a les 5 dernières années, dans la majorité. Vous n'en avez pas obtenu plus. Mais voilà. Donc, il y a un moment, il faut aussi qu'on se parle franchement. Non. Vous savez, moi, j'ai été 10 ans dans la majorité. Ça fait 7 ans, ça fait 6 ans que je suis dans l'opposition. Donc, je connais le chemin.
mais on n'est pas obligé non plus de caricaturer les choses et de faire croire qu'on a des moyens limités puis qu'on va avancer. Donc soyons raisonnables, c'est le but de cette PPL, continuons à être raisonnables. Bien, après cet appel à la raison de monsieur le rapporteur Zunkeller. C'est et lucide, c'est très bien, c'est une belle qualité. Mais je ne suis pas membre de la majorité, hein, je vous précise quand même. Bien. Nous passons donc au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour ces deux amendements, qui est contre. Ces amendements ne sont pas adoptés. Je mets donc aux voix l'article 2. Pardon, j'ai oublié un article. Ah pardon, il était caché. Madame Rubin, excusez-moi. En effet, qui a à voir avec le fameux contrôle. Donc je rappelle que le rapport de la sénatrice Billon est éloquent en matière justement de contrôle. Les manquements ou insuffisances constatés à l'occasion des dits contrôles, s'ils sont minoritaires, ne sont toutefois pas insignifiants. Près du quart des contrôles réalisés en 2016-2017 ont relevé des manquements. Ce taux pourrait même croître en 2017-2018 si l'on considère qu'un tiers environ des contrôles prévus avaient été effectivement réalisés à la date de la réponse du ministère. Le rapport poursuit, il ressort des auditions et de leur lecture que la notion de manquement recouvre une grande diversité de situations. Et s'il est rare qu'il y ait une opposition frontale à l'enseignement aux valeurs de la République, on observe toutefois l'occultation de certains pans du savoir ou un enseignement tendancieux ou partial, particulièrement en histoire-géographie, en art, en sciences. Aussi, dans certaines écoles, les contrôles constatent une absence totale de preuves d'enseignement scolaire qui mettent en question le caractère scolaire donc, de ces établissements. Le recours à des méthodes pédagogiques excluant tout esprit critique ou réflexion personnelle. Donc ces éléments sont alarmants et démontrent un manquement aussi donc, de l'État à son obligation positive de protéger les enfants. Par conséquent, il nous semble bon de rappeler à l'occasion donc de cette loi, que la responsabilité de l'État doit être engagée s'il fait défaut à son obligation de contrôle des établissements, en raison des manques de moyens évoqués tout à l'heure, et dans la perspective de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci Madame Rubin, Monsieur le rapporteur. Alors cet amendement est satisfait puisque la circulaire du 17 juillet 2015 rappelle très clairement le principe de la responsabilité de l'État engagé en cas de manquement dans ses obligations de contrôle. Donc avis défavorable. Très bien. Chers collègues, sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre, cet amendement n'est pas adopté. Je mets maintenant aux voix l'article 2, qui est pour cet article, qui est contre. L'article 2 est adopté. Nous passons à l'examen d'un amendement portant un article additionnel après l'article 2, amendement numéro AC15, Madame Rubin. Vous n'êtes pas défendu ? Madame Rubin, non défendu, donc nous passons à l'examen de l'article dessus. Non défendu, on est d'accord, Madame Rubin. Défendu, mais voilà. Défendu, donc nous... Monsieur le rapporteur ? Ça sera un avis défavorable parce qu'au final, cet amendement conduirait à décharger les établissements de leur obligation d'enseigner dans ces domaines, ce qui semble un peu intuitif et contre-productif. Merci, monsieur le rapporteur. Qui est pour cet amendement ? Qui est contre ? Cet amendement n'est pas adopté. Amendement suivant, pardon, monsieur Pupponi pour l'article AC39. L'idée, mais bon, c'était un peu lié au fait qu'on essaie de limiter le nombre d'écoles hors contrat pour qu'il y ait un contrôle plus poussé. Donc ça serait, aujourd'hui, lorsqu'on veut passer sous contrat, c'est l'association qui le demande, c'est l'école. Et donc là, on propose que ce soit aussi l'État qui prenne l'initiative de proposer à une association de devenir sous contrat. Que ce ne soit pas qu'à l'initiative de l'association concernée ou de l'école concernée, mais qu'il y ait aussi la possibilité pour l'État de dire, écoutez, nous on considère que vous pouvez venir et donc on vous incite à le faire. Merci, monsieur Pupponi. Monsieur le rapporteur. Alors, le sujet de cet amendement, c'est c'est plutôt un amendement de conséquence. D'autres amendements qui visaient à imposer aux établissements de conclure un contrat. Et malheureusement, ces amendements ont été déclarés recevables par le président de la Commission des Finances. Donc voilà, même si on peut toujours comprendre, etc., ça devient un petit peu dépourvu de portée. Oui, c'est ça. On ne sait pas bien pourquoi je suis assez d'accord. Mais... Bien sûr, cet amendement étant passé à travers, je le mets donc aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Cet amendement n'est
pas adopté. Nous passons à l'examen des amendements à l'article 3. Amendement AC2, Madame Kuster. Oui, l'idée d'imposer aux écoles privées hors contrat de recruter un directeur disposant d'un parcours professionnel de 5 ans au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé va les priver de la possibilité de recourir au service de personnalités susceptibles de porter le projet pédagogique unique et original qui aurait leur raison d'être. Un exemple précis comme l'école 42 dans le 17e arrondissement que je connais particulièrement bien. Donc cette disposition, elle constitue pour moi clairement une entrave à la liberté pédagogique des écoles privées hors contrat et l'objet du présent amendement est donc de la supprimer. Monsieur le rapporteur. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que cette condition était déjà prévue pour le second degré des établissements d'enseignement technique, donc ça ne fait quand même qu'harmoniser les choses. Et puis, il y a toujours ces possibilités de dérogation. Donc, je pense que vraiment, là, ça, c'est satisfait. Et, le ministre en parlera. Vu qu'il y a des possibilités de dérogation, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour M. Niel. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Kuster, vous souhaitiez intervenir? C'était un exemple parmi d'autres. D'accord, très bien. Bien. Sur ces... Donc, monsieur Molac, pardon. Ah non, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va quand même se retrouver avec certaines écoles qui pourraient très bien avoir des gens qui sortent de MEF en Master 2 et qui se retrouvent directeurs directement, et d'autres qui, y compris si je prends toujours les réseaux, par exemple d'enseignement, avec certains qui ont déjà leur contrat, d'autres qui ne l'ont pas, on se retrouvait avec des choses qui pourraient être curieuses. Alors je ne sais pas si ça peut être attaqué au niveau d'une discrimination ou de quoi que ce soit, parce qu'avec certains ce serait possible et avec d'autres ça ne le serait pas. Madame Rilhac. Oui, pour répondre à M. Molac, en fait, c'est aussi s'aligner sur la réglementation du public, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un chef d'établissement se doit d'avoir 5 ans d'exercice pour pouvoir postuler au concours de recrutement. Donc, comme c'est de fait quelque chose qui est obligatoire dans l'enseignement public, ça paraît en effet cohérent de pouvoir également le mettre dans l'enseignement privé et a priori encore plus dans le hors contrat. Je pense que cela vient de là. Madame Charrière et puis ensuite Madame Kuster. Après, rappeler qu'effectivement, il y a des dérogations possibles, comme l'a dit fort justement monsieur le rapporteur, et qu'on a quand même en droit d'exiger aussi un certain niveau de la personne qui ouvre ou qui va diriger un établissement hors contrat. Madame Kuster. Oui, voilà, il peut y avoir une expérience qui est haute que celle de la direction d'une école, enfin telle que ça a été précisé. Et puis je voudrais aussi signaler les écoles de production. Quand vous créez une école de production, une école hors contrat qui est de l'apprentissage, la personne qui en est à sa direction n'a pas obligatoirement évidemment cette expérience-là. Donc il ne faut pas se priver de pouvoir ouvrir des écoles avec des personnes qui connaissent le métier, mais peut-être pas de la même manière que d'une manière classique dans l'enseignement public. Monsieur le rapporteur. Alors, sur l'enseignement technique, c'est déjà le cas les 5 ans. Hein. Donc là, on ne rajoute rien. Hein. C'est déjà le cas maintenant. Il n'y a rien de rajouté spécialement à ces techniques. Donc c'est déjà le cas, à mon avis. Hein. Eh bien, il devrait. C'est comme les écoles de M. Pupponi. Méfiez-vous, elles n'ont pas le droit d'exister. Enfin, on dénoncera personne, ne vous inquiétez pas. C'est pas... Non, mais... Non. Et je pense vraiment que c'est un sujet, ça on est bien d'accord, et on sent bien qu'il y a certains réseaux qui s'inquiètent. Ça sera aussi, à mon avis, une des bonnes questions à poser à Monsieur le ministre en séance, qui nous précise un petit peu comment il voit les dérogations. Je pense que c'est le sujet. Vous avez raison, hein, le but n'est pas non plus de verrouiller les choses. Il y a plein d'écoles qui, on ne veut pas, avec ce texte, pénaliser certaines écoles. Donc ça sera un des sujets, à mon avis, où effectivement, Monsieur le ministre devra nous apporter tout un tas de précisions. Monsieur Sor, Madame Rilhac et Madame Charrière, ensuite nous passerons au vote. Oui, on souhaitait tout à l'heure évoquer la nécessité du contrôle. Je trouve que poser ces bases de garantie d'un parcours professionnel, ça va dans le sens du contrôle et d'éviter effectivement d'avoir des dérives dans la gestion et dans la direction de tels établissements. Madame Rilhac. Oui, monsieur le rapporteur, c'est bien, vous allez pouvoir éclaircir ce point-là, c'est bien 5 ans d'un parcours professionnel au sein que ce soit d'enseignement privé ou public, c'est pas forcément 5 ans de direction. Ça peut être 5 ans d'enseignement, ça peut être un conseil d'orientation. Même de surveillance. Vous confirmez bien qu'il ne fallait pas être forcément un chef d'établissement, et je pense que ça... Ah oui, non. 5 années d'expérience, mais ce n'est pas fatalement chef d'établissement. Très bien. Madame Charrière, avant de passer au vote. Oui, juste pour repréciser que le groupe La République En Marche votera contre cet amendement.
Merci Madame Charrière. Donc nous passons au vote contre... Attention quand même. On va revenir en arrière. Bien. C'est la fatigue un peu. Non, c'est pas la fatigue, c'est parfois il y a des petits lapsus qu'il faut assumer avec humour et détachement. Nous passons donc au vote sur cet amendement. Numéro 2, qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Cet amendement n'est pas adopté. L'amendement suivant n'est pas défendu. L'amendement suivant, Madame Kuster, AC1. Cette fois, c'est concernant l'obligation d'être de condition de nationalité française ou d'appartenance à un État membre de l'Union européenne, sur lequel j'aimerais qu'on puisse revenir parce que je pense que c'est un peu restrictif et que je ne vois pas pourquoi on s'enferme et que ce serait pas compréhensible que, bon, moi je donnais un exemple d'un Américain ou un Chinois, mais ça peut être un Indien ou autre, qui puisse évidemment pouvoir enseigner. Donc l'enjeu de cet amendement, c'est de soustraire les enseignants à l'obligation qui est faite au directeur d'être français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Monsieur le rapporteur. Alors on est là aussi dans avant tout une volonté d'harmonisation. Hein. Cette condition de nationalité, elle existe déjà pour le premier degré enseignement technique. Donc on ne fait que l'étendre au second degré. Et puis toujours pareil, il y a des possibilités de dérogation. Donc je pense qu'il faut plutôt, on en est là, comme on l'a dit tout à l'heure, on harmonise et puis on se garde quelques dérogations, même si pareil, on n'a évidemment aucune objection à ce que des personnes de pays étrangers puissent diriger les écoles. Madame Charrière. Oui, c'est une condition qui existe déjà dans le Code de l'éducation, donc c'est un avis aussi défavorable. Sur cet amendement, numéro AC1 de Madame Kuster, qui est-ce qui est pour? Qui est-ce qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Amendement suivant, numéro 4, Madame Kuster. Alors, ce qui devrait valoir pour les directeurs vaut également pour les chargés d'enseignement. Donc, l'objectif est ici d'étendre le régime d'interdiction aux individus figurant sur le fichier des personnes recherchées, comme évoqué précédemment, et rappeler les dérives graves que nous avions constatées en 2017 au sein de l'école privée hors contrat Al-Badin à Toulouse, où plusieurs membres du corps enseignement étaient fichés S. C'est donc dans la même logique que tout à l'heure. Bon, c'est la même logique que tout à l'heure. Donc, logiquement, ça sera avis défavorable, en rappelant que pour la même raison, le fichier n'est pas adapté, pour nous, en tout cas. Bien, nous passons avis défavorable sur cet amendement pour lequel nous passons au vote. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 3. Qui est pour l'adoption de cet article? Qui est contre? L'article 3 est adopté. Nous passons à l'examen d'un amendement sur l'article 4, numéro AC7. Monsieur Larive. Oui. Monsieur le Président, chers collègues, l'amende que vous proposez d'augmenter à 15 000 € pour une école qui n'aurait pas respecté les exigences que vous appelez le socle commun, que nous préférons appeler exigences pédagogiques adaptées au niveau de l'élève et qui sont définies de façon stricte dans les établissements publics, n'est pas dissuasive ni même punitive et n'atteint ainsi pas ses objectifs. Et pourtant, elle vient frapper des établissements qui n'ont pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'État compétente, en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. D'une part, la définition de l'instruction obligatoire donnée par le Code de l'éducation est extrêmement vague et non détaillée. Que des chefs d'établissement ne se plient pas aux mises en demeure qui leur sont adressées révèlent des manquements graves qu'il faut lourdement condamner. D'autre part, les contrôles de la part de l'État sont défaillants et il faut envisager que cette amende puisse avoir un caractère dissuasif suffisant. Merci, Monsieur Larive. Monsieur le rapporteur. Alors, donc actuellement, c'est 7 500 €. Hein, donc, on décide de multiplier par 2. Et puis, je crois qu'il n'y a pas que l'amende. Hein, il y a quand même, on risque donc l'amende, on risque 6 mois de prison et fermeture de l'école. Donc, on pense que, voilà, sanction correspond à une réalité. Donc, on n'ira pas plus loin. Merci. Nous passons donc au vote sur cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté. Je mets au vote l'article 4. Qui est pour l'adoption de cet article? Qui est contre? L'article est adopté. Nous examinons un amendement portant article additionnel après l'article 4, présenté par Monsieur
par Madame Manin. Merci, Président. Il s'agit de demander au gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la contractualisation obligatoire avec l'État pour les établissements d'enseignement privés. Il s'agit d'une reprise de l'amendement présenté sur le texte sécurité intérieure il y a quelques mois. C'est un amendement de repli en raison de l'application de l'article 40 aux deux amendements qui avaient été déposés pour supprimer les établissements au contrat. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je ne reviendrai pas non plus sur l'histoire des rapports, mais en tout cas, sur le fond, ça s'inscrit dans la même volonté que tout à l'heure, de faire basculer les établissements hors contrat vers le sous-contrat. Donc, ce n'est pas la logique du texte, donc ça sera un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Sur cet amendement, qui est pour, qui est contre, l'amendement n'est pas adopté. Nous passons à l'examen d'un amendement au titre de la proposition de loi, amendement AC5, défendu par monsieur Larive. Oui, Monsieur le Président, cet amendement vise à donner une autre rédaction au titre de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, à savoir proposition de loi visant à supprimer les établissements scolaires sans lien avec la République, car la République française, comme inscrit dans le préambule de 46, garantit à toutes et à tous un égal accès à l'instruction. Or, il semblerait, au vu des documents que nous avons tous pu consulter, que ce soit le rapport de la sénatrice Annick Billon ou le bilan de l'Académie de Versailles dans son rapport de 2017, que beaucoup d'écoles hors contrat privent littéralement certains élèves de tout accès à l'instruction. Par conséquent, il nous semble que la liberté d'enseignement de ce type d'établissement entre en contradiction avec un droit garanti par notre bloc de constitutionnalité. Monsieur le rapporteur. Alors, donc, on a bien compris que ce texte voulait maintenir un juste équilibre entre le principe de liberté d'enseignement, etc. Donc là, on pense que ça va à l'encontre, donc ça sera un avis défavorable. Très bien, chers collègues, nous votons donc sur cet amendement présenté par monsieur Larive, qui est pour cet amendement, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Nous passons maintenant au vote sur l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée. Qui est pour l'adoption de cette proposition de loi? Qui est contre l'adoption de cette proposition de loi? La proposition de loi ainsi modifiée est adoptée. Merci beaucoup, chers collègues.